Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter le week-end dernier, les matchs qui sont passés, bien entendu, et puis vous présenter le week-end à venir. On est en plein dans la saison, ça y est, et puis il y a la Big Ten, bien sûr, qui rejoint bientôt le reste des conférences et la Pac-12 notamment. Donc voilà, la saison avance tout de même, il y a eu pas mal de matchs. Au niveau des petites brèves, comme d'habitude, de début d'épisode, déjà un week-end assez dur pour SMU. SMU qui ont perdu pour la saison leur receveur Reggie Robertson, le receveur star de l'équipe, et le running back TJ McDaniel, voilà, qui a une blessure à la cheville gauche. Un peu de mal du coup pour SMU qui avait bien démarré la saison. Des armes en moins pour Shane Buechele qui est le quarterback star de l'équipe. Et l'équipe, encore une fois, où joue le français Junior Ao. En autre bref de la semaine, il y a cette blessure out pour la saison. Et ça, c'est très, 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 très dur. Ces blessures d'André Cisco, le safety de Syracuse. Déjà que Syracuse sont en mauvais point cette saison. Leur meilleur joueur, quasiment, je pense, tout poste confondu d'ailleurs. André Cisco est blessé donc pour le restant de la saison et Cisco devait se présenter à la draft en fin de saison et était catégorisé comme un des meilleurs safety. Donc voilà, un peu compliqué, un peu dur, surtout pour un joueur qu'on apprécie beaucoup. On va directement passer au match du week-end dernier et on va démarrer avec l'ACC, l'ACC. À chaque fois, on essaie de faire la différence. Et ce gros choc, les Miami Hurricanes, donc, qui étaient sur 3 victoires, 0 défaites, affrontaient les Clemson Tigers, qui étaient eux aussi sur 3 victoires, 0 défaites. Le gros choc, on pensait que Miami était l'équipe la plus à même de rivaliser à ce moment de la saison face à Clemson. Eh bien, il n'en est rien, car Clemson a remporté ce match haut la main, 42-17, victoire très facile de Clemson. Avec notamment un Trevor Lawrence qui a inscrit 3 touchdowns pour 0 interception, donc tranquille, pas de souci. Et puis Travis Etienne, encore un énorme match, c'est 149 yards, 2 touchdowns pour le running back star de la prochaine draft. En face, Derrick King, le quarterback de Miami, dont on parle très très souvent, c'est 2 interceptions. Et le running back star Cameron Harris, c'est seulement 3 yards, donc vraiment très très difficile du côté de Miami. Et puis, comment on pourrait résumer ça? Voilà, il y a, encore une fois, on parle d'un gros gap entre Clemson et les autres équipes ACC. Vous, les gars, on a tous vu le match. Voilà, ça a été facile. Ça a été facile pour Clemson. Il n'y a pas de souci là-dessus. Miami qui était dépassé. Il y a eu quand même un bon match du defensive end à Jalen Phillips, en l'absence de Grégory Rousseau qui ne joue pas cette saison. Phillips qui était, il faut le dire, on avait oublié d'en parler, mais qui était le 5 étoiles numéro 1, tout poste confondu du pays en 2017 ou 2018, je crois, qui était parti à UCLA et puis qui avait transféré à Miami, a quand même fait un match pas si mauvais. Mais en face, voilà, c'était Clemson. Est-ce que ça prouve encore une fois qu'il y a toujours un énorme gap en ACC, les amis? Non, il y a clairement un énorme gap entre Clemson et le reste de la SEC. On pensait qu'il y aurait match, et il n'y a pas eu de match. L'attaque, elle déroulait, et Miami elle avait même pas d'autre choix que d'aller blesser Trevor Lawrence. Enfin, il y a plusieurs actions où Trevor Lawrence il slide, ou alors, enfin, il y a des actions où on voit que Miami ne cherche pas forcément à plaquer le joueur, mais vraiment à faire mal ou à blesser. Donc, non, Miami avait aucune arme pour répondre à Clemson, que ce soit en attaque ou en défense. L'attaque, c'était horrible à regarder quand on voit 121 yards seulement pour Derrick King, 84 yards, et c'est lui qui court. Et sur les 14 portées, il n'y a qu'une seule ou deux grosses courses. Enfin, Miami a aucune arme contre Clemson. Et quand on voit que Clemson il met 42 points contre une équipe qui est classée 7e, c'est très fort. Et ouais, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter après ce que tu as dit, Robin, sur ce match, quoi. Ouais, voilà, c'est une preuve d'écart, encore une fois, de l'ACC. C'est assez dommage, vraiment, on attendait plus. C'était un match qui se jouait un peu tard. Bon, voilà. Belle victoire de Clemson, encore une fois, qui confirme et qui conforte sa place, comme chaque année, d'une des meilleures équipes du college football, une des 2-3 meilleures équipes, clairement, qu'on se le dise. Et puis Trevor Lawrence, lui, qui montre toujours autant ses capacités à être un quarterback pour une franchise NFL numéro 1 et pour avoir une longue carrière à venir surtout.
On va passer au match suivant. Et ce match, sincèrement, eh bien, il était beaucoup mieux à regarder. C'était Virginia Tech, les Hokies, qui se déplaçaient du côté de North Carolina, les Tar Heels. Et je l'annonce tout de suite, avant même de laisser la parole à Augustin de Notre-Dame, la grosse victoire de North Carolina, 56-45. Donc, match quand même très, très, très serré. Et Augustin, toi, tu as regardé ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé? North Carolina, que nous, on décrivait comme étant l'équipe justement la plus à même en preview de cette saison, avant tous les matchs, l'équipe la plus à même pour embêter Titi, un peu Clemson en ACC. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et qu'est-ce que tu as pensé du potentiel des Tar Heels? Bah alors, ouais, Elio, c'était un deuxième choc dans l'ACC entre Virginia Tech qui se présentait comme la 19e équipe du pays face à North Carolina, la 8e. Voilà, donc North Carolina avec cette victoire 56-45, ils sont passés 5e à la People. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Franchement, c'était un régal à regarder parce que c'est vraiment le match où Samuel s'est débloqué, où Samuel est reparti sur les bases de sa saison freshman historique. Il a envoyé 3 touchdowns pour son duo de receveurs star, Dwayne Brown et, et l'autre dont j'ai oublié le nom, Daz Newsome, évidemment, qui sont deux prospects NFL. Ce dernier, par exemple, Daz Newsome, il a été utilisé dans tous les registres du jeu puisqu'il a mis un TD à la course et un TD à la passe. Non, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que Samuel a réédité ses lancers qu'il faisait l'année dernière, ces sortes de deep passes bien profondes pour aller chercher son receveur. En général, c'est Dwayne Brown. Et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau, surtout face à une équipe de Virginia Tech qui est réputée pour avoir des bons DB. Et voilà, donc c'est un match qui nous a tenu tout en haleine. Voilà, donc la preuve est un petit peu la répartition des points dans le match. Alors on a vite cru à une victoire énorme de North Carolina, à une fessée, puisqu'il menait 21-0 à la fin du premier quart-temps. Après, heureusement, par l'intermédiaire de Khalil Herbert et James Mitchell, les Hokies ils sont revenus et là on a esquissé un meilleur match. Euh, et c'est au troisième quart-temps que Virginia Tech a vraiment mis la marche en avant en inscrivant 3 touchdowns pour revenir à la fin du troisième à 42-37, ouais, pardon. Mais dans le quatrième quart-temps, Samuel, il a sorti son gros bras et il a envoyé Daz Newsome en terre promise pour les fans de Yannick Josion pour vraiment sceller le sort de la partie. Et si je devais aussi mettre un petit point positif, on en avait parlé du coup pendant la preview, on savait que North Carolina était une équipe qui allait carburer au niveau du jeu aérien. Ça, c'est le cas encore. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est parfait. Mais on se disait ils avaient un bon potentiel au niveau des running backs, mais que le jeu n'était pas, au sol n'était pas assez utilisé par Mac Brown. Et bah là, qu'à cela tienne, le duo de running back, qui est peut-être un des meilleurs duos de running back du pays, j'ai vu qu'un insider NCAA avait dit ça, avec Javonte Williams et Michael Carter. Les deux, ils ont inscrit, le premier a inscrit plus de 250 yards et le deuxième 170. Et les deux ont marqué chacun 2 touchdowns. Donc voilà, ça vous prouve le potentiel offensif, que ce soit bien sur le jeu aérien que sur le jeu au sol du côté de Chapel Hill. Merci beaucoup, Augustin. Et Augustin, eh bien, je vais continuer de donner la parole parce que en ACC, il y a aussi une équipe donc, qui s'est ajoutée cette année. Hein, vous êtes un peu les invités. C'était Fighting Irish de Notre-Dame qui recevait Florida State, les Seminoles, qui sont toujours très mal en point. Comment s'est passé ce match? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et je sais, puisque bon, comme vous avez pu le remarquer, les auditeurs, c'est que souvent on regarde les matchs certains matchs en même temps, on discute en même temps, on s'appelle en même temps que les matchs entre nous dans le podcast. Donc on sait à peu près qui râle et qui ne râle pas. Surtout ceux qui raccrochent, c'est qui râlent vraiment. Bon, Augustin, t'as pas raccroché, mais t'as quand même râlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on soit clair, avant le match, Notre-Dame, on est le genre d'équipe qui a du mal face à des équipes mauvaises comme Florida State. Et à la fin du premier quart-temps, il y avait 17-14 pour les Seminoles, grâce notamment à un super bon début de match de leur nouveau quarterback qui remplace Blackmon et qui vient prendre du coup la place de titulaire, qui est Jordan Travis. Euh,
il a vraiment il a lancé des belles passes et là j'ai commencé vraiment à croire, bon peut-être pas l'upset parce que la conclusion elle était vraiment trop trop hâtive parce qu'il y avait que 17-14 à la fin du premier quart-temps tout simplement, mais j'ai vraiment commencé à avoir peur, mais heureusement on a mis en route le jeu à la course. Et malgré la présence de Marvin Wilson pardon, dans la D-line des Knowles, euh, ils ont été pitoyables face à notre jeu à la course. Pour preuve, on a couru pour plus de 300 yards, bah, du coup par l'intermédiaire évidemment de notre nouveau running back Kyron Williams, qui en une vingtaine de portées a couru pour 185 yards et 2 touchdowns. C'est vraiment le jeu à la course qui nous a porté et c'est vraiment de bon augure pour la suite parce que c'est ce qu'on reprochait un petit peu à Tommy Rees l'an dernier de pas assez utiliser le jeu à la course malgré notre superbe O-line. Bah, d'ailleurs, notre superbe O-line qui a fait un gros travail sur tous les touchdowns dans la course. Je pense notamment à un bloc de Liam Eichenberg qui s'est blessé et qui a joué avec un œil jusqu'à la fin du match parce il avait un cocard qui l'empêchait de voir. Voilà, donc Chris Tyree, Karen Williams, on a mis en route nos bons coureurs. Puis voilà, Yann Book s'est un petit peu débloqué le bras. Il était bien bloqué depuis le début de la saison puisqu'il a lancé 2 touchdowns. Donc voilà, Notre-Dame gagne le match 42-26 face à une bien maigre équipe de Florida State. Mais je dois l'avouer qu'il s'est bien battu. Très bien, donc encore une nouvelle victoire pour les Fighting Irish. Ça fait quand même plaisir de voir Notre-Dame continuer d'avoir le niveau. Georgia Tech qui recevait les Cardinals de Louisville. Louisville, ça va un petit peu moins bien. On pensait à une plus grosse saison avec le trio fantastique. Les Cardinals qui se sont inclinés sur le score de 27-46. Une belle victoire pour Georgia Tech qui était considérée comme une des moins bonnes équipes d'ACC que Baptiste, Baptiste avait fait la preview et il avait dit que Georgia Tech n'aurait quasiment aucune victoire cette saison. On a eu le droit à un beau match de Jeff Sims, quarterback de Georgia Tech. Le 4 étoiles, c'est assez étonnant des 4 étoiles à la Georgia Tech. D'ailleurs, je crois que ça hésitait entre Georgia Tech, Maryland et je ne sais plus quelle autre équipe. Bref, Sims, en tout cas, qui a bien géré son match. 2 touchdowns, 0 interception. En face, Malik Cunningham, c'est pareil, qui est bien revenu du coup de sa blessure face à Pittsburgh, n'oubliez pas. Qu'il était parti sur civière. On avait vraiment eu peur. 2 touchdowns, 0 interception pour lui aussi. Je voulais vraiment Jeff Sims, il a aussi couru pour un touchdown, j'ai oublié de le dire. La petite parenthèse sur ce match, on ne va pas s'y éterniser, mais Jeff Sims, c'est un true freshman, c'est sa première saison en college football. Il était au lycée l'année dernière. Jeff Sims, toi Valentin qui a vu ce match, convaincant ou pas? Et l'équipe de Georgia, ils ne veulent pas sa victoire? Non, très, très convaincant. Comme tu dis, c'est un true freshman. Il a fait preuve de vraiment beaucoup de sang-froid. Ça se voit sur son visage quand il y a des gros plans sur lui. Et le mec, il est très calme, il panique pas. Il fait une passe sur un blitz, il sait qu'il va prendre le tampon, il envoie une passe laser. C'est assez impressionnant. Enfin, pas impressionnant, mais c'est un très bon début de saison pour Jeff Sims. Et c'est pas trop mal pour Georgia Tech. Ça va peut-être amener des joueurs plus intéressants dans les 2 années à venir pour pouvoir mieux entourer Jeff Sims. Et sinon, après, pour Louisville, c'était un match assez compliqué. Il y avait un temps vraiment dégueulasse. Il y a eu beaucoup de turnovers, surtout grâce à la défense que Georgia Tech a gagné et au sang-froid de Jeff Sims. Parce que quand on regarde ses stats, j'ai pas ses stats sous les yeux, mais à un moment dans le match, il était à même pas 50% de complétion de passe dû au temps. Donc ça a beaucoup couru, surtout du côté de Louisville, des deux côtés, mais surtout Louisville. Et malheureusement, Jalen Hawkins a fait, je crois, 2 fumbles. C'est plutôt la défense de Georgia Tech qui va chercher le match grâce aux petites erreurs de Louisville. Petites erreurs, mais qui reviennent assez souvent, malheureusement, pour eux en début de saison. Et ce qui fait que on va dire que leur attaque n'est pas comment dire, leur attaque n'est pas mieux montrée que désolé, Elle n'est pas à la hauteur ouais, voilà, de ce qu'on attendait, quoi. C'est ça, il y a une bonne attaque, mais la défense est tellement mauvaise que ça plombe un peu l'équipe de Louisville dont on attendait, moi j'en attendais vraiment mieux que ça, beaucoup plus que ça. Tu parles en connaissance de cause. Ouais, un petit peu, ouais.
Et on peut dire que Javian Hawkins, quand même, le running back, a couru pour 155 yards et qui reste quand même, lui, en tout cas, un des petits rayons de soleil de Louisville. Et encore une fois, il y a un œil sur lui à la Tu draft. regardes les stats, c'est parfait en attaque quasiment. Mais malheureusement, il y a 2 fumbles d'Hawkins qui font vraiment très mal à Louisville parce qu'il se passe dans la partie de terrain de Georgia Tech. J'avoue que j'ai triché pour ce match. J'ai pas regardé en détail. J'ai regardé les highlights de celui-ci. J'avoue que j'ai triché. Ouais. Ouais, j'ai juste un petit peu pour te compléter de ce que tu disais sur Jeff Sims au début. Effectivement, il y avait Maryland, si je dis pas de bêtises. Mais il a surtout été très longtemps commit à Florida State. Et en fait, avec l'arrivée du nouveau coach Mike Norvell, de ce qu'il s'est dit, Mike Norvell lui aurait dit qu'il n'était pas assez bon pour Florida State. Donc, s'il pouvait décommit, ça arrangeait tout le monde. Du coup, il a décommit, il est parti à Georgia Tech. Gros karma. Et la suite, on la connaît, c'est exactement gros karma parce que il bat Florida State avec Georgia Tech. Et moi, le petit truc que j'aurais rajouté, si vous me coupez si j'ai une bêtise, mais c'est encore Jeff, comment il s'appelle, leur head coach, Jeff Collins. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Georgia Tech, ouais. C'est ça. Et moi, ce qui m'étonne vraiment de ça, c'est qu'en fait, Collins, de base, c'est un defensive coordinator, notamment chez nous aux Gators. Et donc, voir un head coach principalement défensif, on va dire, enfin d'origine défensive, avec une défense aussi moyenne, enfin c'est pas commun. On voit souvent des head coach offensifs faire des festivals en attaque, mais derrière en défense c'est ignoble, ou inversement des coachs plutôt défensifs qui galèrent en attaque, mais en défense c'est super serré derrière. Là, c'est un head coach de base défensif qui galère en défense, mais qui réussit en attaque. Donc c'est un petit peu paradoxal, je trouve. Et je sais pas ce que c'est parce que y en a qui vont dire c'est pas son recrutement, ça fait que 2 ou 3 ans qu'il est là. Bah si, en fait, justement, ça commence à l'être, pas son recrutement. Donc à voir ce que ça va donner, mais je trouve ça assez étrange. Et puis chapeau pour faire jouer un true freshman. Quand tu es au niveau de Georgia Tech, tu peux avoir un peu peur que les true freshmen ils s'en prennent plein la tête parce que voilà, ils n'ont pas la O-line de Clemson. Mais chapeau et parce que ça paye. Virginia, les Cavaliers qui recevaient NC State, les Wolfpack qui ont remporté ce match 38-21. Virginia qui continue de montrer ils sont fait battre par Clemson la semaine dernière, donc on peut pas trop leur en vouloir non plus, mais c'est une victoire de défaite pour Virginia. Ils étaient en finale en ACC Championship l'année dernière face à Clemson. C'était la deuxième meilleure équipe d'ACC. Donc voilà, pas mal de changements. Et à noter la blessure du quarterback titulaire, Braylon Armstrong, dont on parlait la semaine dernière, le gaucher, qui est sorti sur commotion après notamment 2 interceptions. On a aussi Duke qui enregistre sa première victoire de la saison. Duke, pareil, qu'on pouvait penser à presque 0 victoire cette saison, voilà, qui est entre guillemets... Ne mâchons pas nos mots, qui est une des pires équipes d'ACC. Duke qui recevait Syracuse. Eh bien, c'est Syracuse qui sont extrêmement décevants cette saison. Désolé, c'est notre pote de Syracuse France. 38-24, la victoire de Duke avec un Chase Bryce pour 2 touchdowns, 1 interception. Voilà. Et encore une fois, il y a André Cisco qui ne jouait pas, je crois, et puis qui est blessé pour toute la saison du côté de Syracuse. C'est la mauvaise nouvelle. Désormais, les amis, nous allons passer à la Big 12. Et la Big 12, eh bien, comme la dernière fois, la Big 12, c'est the game of the week. Does not have the leg. And Chris Davis takes it in the back of the end zone. He'll run it out to the 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 45. There goes Davis. Oh, my God. Davis is going to run it all the way back. Auburn's going to win the football game. Auburn's going to win the football game. He ran the missed field goal back. He ran it back 109 yards. They're not going to keep him off the field tonight. Holy cow. Oh, my God. Et cette semaine, pardonnez-moi, le Game of the Week, eh bien, c'est le fameux Red River Showdown, une des plus grosses rivalités du college football, vraiment. Et il fallait surtout pas le manquer, ce match, parce que c'était énorme. C'était Texas qui affrontait Oklahoma. Texas
What does this do to set up Texas for a springboard into next season? Longhorn Nation, we're back! Eh bien, finalement, non. Eh bien, non, Texas n'est pas back. Eh ben non, pas du tout. Hein. Pour faire plaisir à Guillaume. Alors, ouais. Non, mais we are pas back. Non, mais moi, ça me fait pas plaisir. Attendez, Texas ce week-end. Attends, s'il te plaît, laisse-le-moi. We're back. non, mais vous nous direz qui le fait le mieux, Sam Ehlinger ou moi? Guillaume, messieurs d'ailleurs. Messieurs, en général, on va, pour ceux qui le souhaitent, tous ouvrir les micros parce que là, on va devoir en parler de ce match. Ça a été élu Game of the Week par nous-mêmes. Pourquoi? Victoire 53-45 d'Oklahoma. Donc, comme vous avez deviné, Texas ont perdu. Mais ça a été un match de timbré. Enfin, il faut se le dire, qu'on se le dise. Robin, est-ce que tu peux nous raconter déjà? C'est un match monstrueux. C'est un match monstrueux. Juste, Robin va nous faire la description parce qu'il a suivi un peu plus le match que moi. Mais si vous aimez le college football, c'est pour ce genre de match en fait. Enfin, si on aime le college football, c'est pour ce genre de match. Et j'ai beau me foutre de la gueule de Sam Ehlinger, respect robustesse parce que son match, il le fait lui. Ouais, il a sorti les Coronets. Il a sorti les Coronets. Je pense qu'il avait les plus grosses couilles de... Il a sorti les Coronets pendant que le public a sorti le Corona, hein, encore une fois. Et est-ce que les gars, on peut dire qu'il a des couilles de taureau? Non, mais bon, ça va aller. Robin, s'il te plaît, peux-tu nous présenter le match? Je mords un moucho. Le seul sérieux du groupe. Ouais. Bon, les gars, soyons sérieux 30 secondes. On l'a beaucoup vu sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui regardaient le match qui disaient que c'était le pire match qu'ils avaient vu. Et bah, c'est un peu vrai. En fait, ça finit à 53-45 en overtime. Mais c'était pas du tout prévu pour ça parce qu'au départ, il me semble, ça faisait 31-17 pour Oklahoma au milieu du troisième. Et ensuite, il y a eu un revirement de situation pour revenir à du coup égaliser. Et Sam Ehlinger, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Franchement, il a porté ses couilles. Hein, et il finit avec 30 passes réussies sur 53 tentées, 287 yards, 2 TD, 2 interceptions. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est à la course. Il fait 23 portées, 112 yards et 4 TD. C'est-à-dire qu'à lui seul, il marque 6 TD. Et on a beau dire ce qu'on veut sur Sam Ehlinger, c'est un joueur fascinant de college football parce qu'il porte ses couilles. Je vais faire une comparaison qui va un peu faire jaser dans les chaumières, surtout du côté de la Courneuve. Mais c'est un peu le Tim Thibault de notre époque dans le sens où... Non. Putain, il l'a fait, ce con, il l'a fait. Dans le sens vas-y. où c'est un très très bon joueur de college football, hyper intéressant à voir, mais ça va pas se traduire en NFL. Non, c'était gratuit. Enfin bref, non, c'est quelqu'un qui est hyper intéressant. Non, mais là, tu t'es quand même lancé sur un terrain. Bref, vas-y. Non, à la rigueur, on coupera ça peut-être. Non, enfin, c'est quelque chose. Moi, j'aime beaucoup voir Sam Ehlinger jouer, notamment parce qu'il court mieux qu'il passe. Et c'est vrai qu'il a la précision. Oula, c'est un peu dur. Mais à la course, on peut pas le dire. Il met sur ses épaules Texas. Il y a une course qui fait. Il me semble que c'est en overtime. Il prend la balle et il va. Les plaquages sont ratés, hein, mais il va mettre 20 à 30 yards directement pour aller au TD. Enfin, c'est magnifique. Mais dans ce match-là, c'est un match qui est vraiment défini par les turnovers. Donc, on a 2 turnovers de Sam Ehlinger, enfin 2 interceptions. On a une interception de Spencer Rattler. On a beaucoup de fumbles. Il y a 3 turnovers côté Texas, 3 turnovers côté OU. Du coup, ça fait 2 fumbles, une interception de côté d'OU, un fumble, 2 interceptions du côté de Texas. Et enfin, 6 interceptions dans un match, c'est énorme. Enfin, 6 turnovers dans un match, c'est énorme. Et surtout quand on sait que Oklahoma, ils ont vraiment beaucoup de mal. L'année dernière, il me semble qu'ils ont fini avec seulement 10 turnovers sur toute la saison. Donc pas beaucoup. Et là, ils en font 3 ce match-là. Gros match. Il y a plus de 400 yards des deux côtés. Enfin, c'est un très beau match, mais c'est spectaculaire dans le sens où il y a beaucoup de rebondissements. Et on parlait pendant la soirée, on parlait avec Texas France, qui est allé le suivre d'ailleurs sur Twitter.
c'est toujours intéressant à le regarder le samedi. Ouais, c'est notre pote. Tout est sur Allez, tout est sur son cœur qui va lâcher. Franchement, être fan des Seahawks et être fan des Longhorns, c'est la même acabit cette année. C'est notre cœur qui lâche tout le temps. Et non, c'est vrai que c'était un match à rebondissement, pas forcément le plus beau à voir, mais un très bon match, je pense, un match de college football, quoi, plein de rebondissements. Alors, sur ce match, on a, donc, comme tu l'as mis en relief, on a quand même 2 quarterbacks qui sont très, très, très Ah, et cotés. j'ai oublié mon petit laïus hebdomadaire, Spencer Rattler, il sucks. Bon, voilà, non mais on a 2 quarterbacks très très cotés. On a Spencer Rattler donc d'un côté et Sam Ehlinger de l'autre. Rattler, donc c'est une interception et aussi un fumble très très moche d'ailleurs qui est récupéré par Texas, et puis l'interception c'est quasiment un pick six, hein, on y était presque. Sam Ehlinger, c'est vrai qu'il y a une interception un petit peu hasardeuse dans la end zone, mais on comprend pourquoi il lance le ballon à cet endroit-là, sachant qu'il est pas mal mis sous pression. Il y a aussi, alors, ok, on va pas comparer les deux, mais on va quand même aussi comparer, parce que c'était un match dans le match. Et il y a aussi ce fait qu'Ehlinger, moi j'ai remarqué, j'adore ce mec, vous le savez, et j'ai remarqué quand même que la O-line de Texas n'est pas la O-line d'Oklahoma. Oklahoma, ça tenait réellement. On a eu quand même un bon match de Joseph Osei, le DN de Texas. Voilà, on a eu un bon match à D-line de Texas, mais cela dit, la O-line tenait vraiment comparée à celle de Texas. Est-ce que ça a aussi joué un rôle dans les turnovers, dans tout ce qui s'est passé? Est-ce que ça a aussi laissé un avantage à Oklahoma? Parce que bien sûr, on sait que les O-line, surtout en college football, c'est extrêmement important et ça peut faire quelque part gagner un match. Parce que Spencer Rattler, bon, son touchdown à la course, c'est quand même un QB sneak. Il est juste devant la end zone. Il a juste à sauter, en fait, et puis il marque le touchdown. Vous, est-ce que dans ce match, ce duel entre QB, il y en a un qui ressort quand même vainqueur, ou les deux peuvent quand même être un peu déçus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous évaluez ces deux quarterbacks, et comment vous évaluez aussi la performance de Rattler, hein, qui était quand même en dessous des attentes lors des 2 derniers matchs et les 2 dernières défaites d'Oklahoma? Cette fois-ci, il gagne? Moi, je me prononcerai que sur le cas Sam Ehlinger. Sam Ehlinger a fait plutôt un bon match, enfin même un très bon match, et pour la simple et bonne raison que, si je dis pas de bêtises, vous me corrigez les gars, mais à la fin du 3e quart-temps, il devait y avoir 30-17 ou 31-17. Et dans le 4e quart-temps, bon, déjà la défense de Texas a fait des stops défensifs, évidemment. Et dans les 4 dernières minutes, on pensait que le match était plié, mais il aura fallu que quand même Sam Ehlinger sorte le grand jeu pour aller chercher une prolongation. Déjà à 4 minutes de la fin, il lance une passe à Joshua Moore pour revenir à 31-24. Puis une passe à 15 secondes de la fin à Keontae Ingram, le running back qui avait fait beaucoup parler la semaine dernière. Voilà, Ingram qui avait fait le fumble la semaine dernière, qui avait et qui fait fumble sur le premier jeu du match aussi. Exactement. Non mais bref, voilà, donc Ehlinger lui fait encore confiance, et c'est dans les derniers instants que le joueur allait chercher une prolongation. Et il y en aura 4 des prolongations dans le match. Et là, je peux rebondir sur quelque chose. Dis-moi, Guillaume. Ouais. Je terminerai après. Juste vite fait, avant de te terminer. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je suis d'accord. Encore une fois, j'étais le premier à dire au début. Ehlinger, il a sorti les couilles, il a sorti les actions au moment qu'il fallait. Il n'y a pas de souci. Mais comme tu l'as dit, moi, je vais prendre le côté de la pièce un peu. En 3 quarts-temps, il met que 17 points contre la défense d'Oklahoma. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, alors, avec tout le respect déjà pour la défense d'Oklahoma, Oklahoma, ça n'a jamais été réputé pour sa défense. Moi, j'en attendais plus sur les 3 quarts-temps, tu vois. On va rester sur les comparaisons avec Thibaut et Ehlinger, même si ça me plaît pas franchement. Mais c'est un peu. Ça me plaît pas du tout. Non, mais je peux comprendre. Tu vois, je peux la comprendre. Il y a 2-3 points où je suis pas d'accord, mais bon, on s'en fout un peu. S'il y en a qui veulent savoir quels sont ces 2-3 points, ils me le diront. Peu importe où ils me le disent en tout cas.
Mais voilà, tu fais un putain de comeback à la fin. D'où le rapprochement avec Tim Tebow, c'était un peu sa spécialité sur sa première année en NFL avec les Broncos, où il te sortait le Tebow time, les 15 dernières minutes du match, le dernier carton. Mais d'ailleurs, c'est pas contre les Steelers qui gagnent en overtime. On se prend en playoff le premier jeu de l'overtime avec la fameuse règle incroyable, personne n'a jamais dit ça, d'overtime NFL, qui nous élimine là-dessus. Donc je peux vous assurer qu'en étant fan des Steelers et un fan inconditionnel de Tebow, il y avait trop de choses qui se passaient dans mon cerveau et dans mon cœur. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est ça, oui, ok, il te fait un comeback incroyable. Tim Tebow a fait, sur sa 3/4 de saison en gros avec les Broncos, en a sorti un nombre incalculable aussi. C'est notre ami des Broncos France pourra nous en reparler, parce qu'en plus, qu'il a mis à Tim Tebow, Prince. Mais voilà, c'est ok, tu fais un super 4e quart-temps. Mais pendant 45 minutes, en fait, la contre ta race, t'as fait quoi? C'est ça la vraie question, tu vois. Pourquoi tu sors pas de ton dernier quart-temps sur un match entier? Les insultes, elles sont nécessaires quand même. Non mais attends, celle-là tu me la laisses parce que c'est à la fois pour Ehlinger et à la fois pour Tim Tebow. Donc c'est peut-être la seule fois de votre vie où vous allez m'entendre dire un truc négatif sur Tim Tebow. Donc celle-là tu me la laisses. Mais voilà, c'est ça, c'est super bien en fait de faire un 4e quart-temps. Mais il y en a 3 avant, tu vois. C'est comme si toi tu fais ton contrôle de maths demain, t'as pourri tes 3 premiers exos, le 4e il te sauve ta moyenne. Ouais, bah bien joué tonton, mais t'en as 3 autres avant à faire aussi, tu vois, où tu peux bosser, tu peux donner un peu, tu vois. Et ça, je veux dire, c'est très bien de faire un comeback. Mais pour moi, ils n'avaient pas besoin. Il y a aussi ce principe d'être clutch. Il y a aussi ce principe d'être clutch qui manque cruellement à certains quarterbacks quand même. Mais voilà, mais le problème, c'est que pour moi, si Ehlinger fait même 2 cartons et demi au niveau de 4e carton, il n'y a pas d'overtime, le match il est réglé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si les kickers passent leur transformation, il aurait pu faire la conversion à 2 points sur le dernier touchdown. Oui. Et si ma tante en avait une paire, ce serait mon oncle. On la connaît. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même. En tout cas, franchement, je trouve que Guillaume là, il a fait un très bon point. Et dans ce cas-là, j'attends qu'il fasse le même pour Spencer Rattler, mais de l'autre côté. Hein, c'est bien de marquer des TD dans le premier quart-temps, mais c'est bien d'en marquer dans le 4e. Hein. Alors, attendez, franchement, moi j'aime bien ça parce que chaque année, il y a un quarterback, il y a un type qui a une haine incommensurable face à un quarterback. Alors l'année dernière, c'était Jake Fromm. C'est pas moi. C'était Jake Fromm avec Guillaume. Cette année, c'est Spencer Rattler avec Robin. Allez-y, on veut du Rattler maintenant parce que Ehlinger, c'est vrai que Guillaume, t'as fait son cas. Moi, je suis un des seuls. J'ai l'impression d'être un des seuls qui apprécie un minimum, qui aime bien ce joueur. Encore une fois, je suis d'accord. Après, je vais être ultra redondant sur les épisodes, sur les anciens épisodes. Encore une fois, Rattler, c'est un freshman. Ehlinger, c'est un senior. Vous me coupez si j'ai une bêtise. Tu peux pas attendre autant de maturité, autant de consistance pour moi. Des mecs consistants en freshman qui font des saisons de ouf, t'en as un tous les 3, 4, 5 ans. Genre, Burroughs, sa saison freshman, il cirait le banc, mon ref. T'en as des exemples comme ça, t'en as plein. Burroughs, c'était pas une top recrue du lycée. Frérot, même Jaden Daniels, il fait des... C'est le numéro 1. Rattler, c'était le numéro 1 et il n'est pas freshman, il est redshirt freshman. Enfin, il était redshirt freshman et là, il est... Et donc, il a eu le temps. Samuel, il fait une super saison freshman. Bah ouais. Il y a un moment, il a appris le playbook. T'es à Oklahoma. T'es à Oklahoma, frérot. T'es pas Mississippi State, t'es pas je sais pas où. Je l'aime bien. J'ai rien contre Rattler. Mais justement, t'es à Oklahoma. T'es à Oklahoma, en fait, pour moi. T'es à Oklahoma face à des défenses de Big 12. Et tu perds face à des équipes comme Kansas State. Pour moi, vous avez en référence Kyler Murray, Baker Mayfield et le 3e c'était et Jalen Hurts. Ces 3-là, ils n'ont joué qu'en étant seniors là-bas. Pour moi, tu peux pas attendre la même maturité. En plus, bon, là, ça je vous l'accorde. Ça a pas l'air. Rattler, ça a pas l'air d'être le mec le plus humble au monde. Ça, je vous l'accorde avec grand plaisir et aucun problème. C'est ça le problème. Il est là aussi le problème. C'est un problème. Et Ehlinger, quand il envoie des way back, c'est être calme et être. Parce que lui, il est fier de Texas. Non, mais Ehlinger, ça se voit quand même que c'est un mec sympa. Quand tu vois, alors voilà, ça pareil sur les images du match, tu vois vraiment qu'Ehlinger, à chaque fois,
dès qu'il tombe à terre, dès qu'il met un touchdown, machin, tu as tous ces O-line qui vont vers lui, qui célèbrent avec lui. Ça se voit que le mec, il apprécie du vestiaire. Tu regardes les images de Rattler, normal. Tu vois pas la même chose. Et quand Ça tu fait vois 4 Rattler ans que c'est qui leur gueule leader face et leur à... capitaine. Quand tu vois Rattler qui gueule face à ces O-line, ces machins, alors que les mecs, ils jouent quand même... On en a parlé encore la semaine dernière. Les mecs, ils jouent quand même Mais depuis ça, on le quelques sait saisons avant lui. Genre, il y a un On sait moment... Rattler, il est comme ça. Voilà, et à un moment, si t'es mauvais, bah, tu sais ce que tu fais, tu te tais, tu continues d'apprendre, tu te remets en question, parce que tu étais quand même le meilleur quarterback de ta QV, tu te remets en question, et tu essayes de progresser. Là, pour l'instant, Raffler, ok, il gagne ce match, tout ça, mais il fait quelques mauvaises erreurs, et je suis désolé, il n'y a pas de progression. Nous, on attendait un QB... Il fait des erreurs de freshman. Il fait des erreurs de freshman, des erreurs de première année, de gamin de 19 ans. Un freshman qui aurait pu être un 4 étoiles, qui aurait pu être un 3 étoiles. Tu vois ce que je veux te dire? En jouant moi, des équipes. Tant que Rattler il n'aura pas le niveau Heisman, on va lui chier dessus. Moi, je suis pas d'accord. Si dans 1 ou 2 ans, quand il aura plus d'expérience, plus de maturité, plus d'expérience en vrai, tu vois, même tout compris, sur et hors du terrain. S'il fait les mêmes matchs, là, ok. Là, promis, je m'engage maintenant. Vous ressortirez ça. Il n'y a pas de souci. Là, je serais le premier à lui mettre tarif. Maintenant, il a 3 matchs starters dans les jambes. Il a eu quoi? À tout péter, il a eu 40 snaps la saison dernière. Je peux pas être aussi sévère avec un redshirt freshman qui a 3 matchs complets dans les jambes. 4 maintenant, si je dis pas bêtise, 4. Et un mec qui est starter depuis combien de temps à Linger? 3 ans? 2-3 ans? Non, mais Ouais, oui, 3 mais ans, là, je te le compare pas avec Ellinger. Moi, je te Déjà, parle que le du talent n'est pas Rattler. le même. Enfin, le talent n'est pas le même. Les expectations, c'est pas les mêmes. Enfin, Ellinger, quand il est arrivé, on lui a pas sucé la bite en disant que ça serait un Iceman. Hein. Enfin, les gars, mettez les choses en perspective. C'est comme si moi, demain, j'arrive et ça y est, on me dit, ouais, ce mec-là, il va finir président. Et en fait, je finis maire d'une ville de merde. Et bah, écoute, j'ai déçu. Mais j'ai quand même fait une bonne carrière, mais j'ai quand même déçu. Et bah, là, pour l'instant, il déçoit. Au bout de 4 matchs. En fait, ce qui est embêtant avec Rattler, on parle du présent. Ce qui est embêtant avec Rattler, alors c'est moins le cas cette semaine, mais bien sûr, mais il y a des défaites face à Kansas State, face à Iowa State. C'est compliqué quand même d'être un quarterback autant attendu. Tu as une saison, tu as appris le playbook, tout ça. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. D'être un quarterback autant attendu dans une conférence qui est la Big 12, c'est-à-dire qui n'est pas une conférence pas du tout réputée pour ses défenses, qui est à Oklahoma, qui survole chaque année la Big 12, tu vois, donc c'est un peu le Clemson de la Big 12, hein, si on voulait comparer, et que le type, finalement, tu vois qu'il est pas bon, et qu'en plus, il est grande gueule. Je suis désolé. Quand moi, je vois le comportement dire qu'il est pas bon, c'est trop, parce qu'il faut aussi voir le supporting cast qu'il a. Non, mais quand je dis pas bon, c'est-à-dire qu'il fait pas gagner des matchs face à des équipes qui devraient être normalement largement battables. Je suis désolé. Alors, Iowa State, peut-être que c'était un peu plus compliqué, c'est vrai, mais je veux dire, les meilleurs de partout. Est-ce que tu vois un first round? Est-ce que tu vois un first round, un choix de premier tour, même dans de premier tour, dans l'escouade offensive? Non. Bah ouais, t'as un cette année, rien que sur le petit Rambo, il est pas mal. Hein. Charleston Rambo, Rambo, Marvin Williams. Ouais, mais c'est pas des premiers tours, les gars. Soyons. C'est pas si c'est pas des premiers tours. Mais oui, mais alors qui sont des premiers tours en escouade offensive maintenant en Big 12? Mais il y en a voilà, pas, merci. Bah voilà, et qui sont les meilleurs à avoir les joueurs les plus aptes à aller en NFL actuellement? C'est les Sooners. Et les Sooners, je suis désolé. Non, mais Rattler, ok, il n'y a pas de souci, il fait des erreurs de freshman, tout ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'encore une fois, Rattler, il a été survendu. Encore une fois, Rattler, il a été survendu et Rattler n'a pas un bon comportement et n'a pas un comportement où le mec se remet en question et ça se voit qu'il n'est pas comme ça. Ça se voyait quand il y a eu QB1. Ça se voit sur le terrain, ça se voit partout. C'est le prototype du mec qu'on surmédiatise, qui a du talent, mais qu'on surmédiatise et qui s'enflamme tout seul. Pour moi, Tanner Mordecai devrait jouer cette saison. Pourquoi? Parce que l'autre, il est coquille à la mort, faut qu'il redescende. L'année prochaine, il y a Caleb, c'est Williams, son nom, je crois. C'est Caleb Williams qui arrive, qui est prospect numéro 1. Il va falloir qu'il sorte les couilles à un moment ou à un autre. Pour moi, c'est pas tout n'est pas de sa faute. C'est tout ce qu'il y a eu autour de lui. Après, il a peut-être été mal conseillé, j'en sais rien. Pour moi, là, il faut lui mettre une grande claque dans la gueule
tu mets Mordecai jusqu'à la fin de saison. Et l'année prochaine, de toute façon, c'est très simple. C'est tu commences starter, tu fermes ta gueule, Tu fais ça, tu joues. perds. Tu perds. Et après, tu as Caleb Williams derrière ton cul. L'oublie pas. Tu le brises en deux. Voilà, Si après. tu fais ça, tu le brises en deux. Non, je pense pas. Les gars, j'ai déjà eu des. Enfin, j'étais prof de tennis avant, quand j'étais plus jeune. J'ai déjà eu des gars qui étaient vraiment très talentueux, des jeunes très talentueux. Ça ne brise personne, surtout aux États-Unis. Ils ont une autre mentalité que chez nous. Tu vas pas le briser, le gars. Et, au pire, le mec, c'est un gros connard. Il va dire, ouais, je me casse, je transfère. Il va finir à, je sais pas, Florida, une grande université. Et voilà, merci, au revoir. C'est bon ou pas? Non, c'est pas un tact. Oh non, je le veux pas, moi, tu vois. Même si je l'aime bien. Mais Et si les gars, si je peux le défendre, il n'a pas la soupape de sécurité Kennedy Brooks ou Trey Sermon cette année. Gros, mais Pledger, il est pas mauvais. Hein. Non, il est pas mauvais, mais c'est pas des vendeurs de glace, frérot. non, mais évidemment. Mais encore une fois, il est à Oklahoma face à des défenses. Raison. Genre, oui, mais quand tu startes, en général, quand tu es freshman, redshirt freshman ou sophomore, quand c'est ta première année, t'aimes bien te cacher un petit peu, utiliser un running back sur qui tu peux compter. Et là, ce running back, attention, je dis pas que Pledger est pas bon. Oklahoma, tu te caches pas. Tu peux pas te cacher. On attend que toi, tu balances la balle. Il n'y a pas à se cacher. Il y a de plus en plus de freshmen qui jouent. Enfin, l'année dernière, on a Samuel, Jaden Daniels, le mec de Boise State, là, c'est un freshman aussi, non Backmeyer. John Rhys-Plumlee, même si c'est moindre, mais. Oui. Non, mais commence pas à rigoler. Non, mais c'est vrai, les freshmen jouent. Regarde. Et en fait, mais là, Guigui, il arrête pas de dire non, mais il a personne autour. Et regardez qui y a autour à Arizona State. Bon, il y avait Brandon Ayuk, mais à part ça, enfin, c'est pas non plus le meilleur programme de Pac-12. Il y avait Eno Benjamin. Et ça va. Je pense pas que Jaden Daniels soit le bon exemple. Connu à Oklahoma, donc. Vas-y, après, ça fait une demi-heure qu'on en parle de lui, mais. Mais pour conclure rapidement, enfin, genre, je dis pas qu'il est nul, je passe pour le haters, mais je dis pas qu'il est nul, je dis qu'il atteint pas les expectations, enfin, qui répond pas aux attentes. C'est simplement ça. Je dis pas qu'il est claqué. Vive Robin. Je dis pas qu'il est claqué, je dis qu'il répond pas aux attentes et qu'on l'a encensé de ouf pour un mec qui est pas hyper. Pour l'instant, qui ne répond pas aux attentes. On verra. Bon, Texas Tech qui se déplaçait du côté d'Iowa State. Et c'est une bonne victoire d'Iowa State, 31-15, un match plutôt sympa. On ne va pas s'étaler dessus. On a un bon match du duo Brock Purdy, le quarterback, et Brissell, le running back. Brissell, encore une fois, on en avait parlé la semaine dernière, mais encore une nouvelle fois, impressionnant, 135 yards de touchdown, toujours des skills. Enfin, c'est super de le voir sur le terrain, c'est magnifique même. Et Brock Purdy, 2 touchdowns, 0 interception, 302 yards, bon petit match. Purdy qui semblait beaucoup plus à l'aise dans sa poche, donc c'était un match agréable à voir, du vrai college football du côté de l'Iowa et d'Ames. Voilà, donc victoire d'Iowa State qui en sont à leur 3e victoire pour une défaite cette saison, et Texas Tech a une victoire, 3 défaites. Au rayon toujours des surprises, cette fois-ci, Kansas State qui s'est imposé 21-14 face à TCU. TCU qui donc a un bilan d'une victoire pour 2 défaites, avec comme seule victoire celle face à Texas la semaine dernière, et Kansas State 3e victoire pour une défaite, 3e victoire de suite. La semaine dernière, c'était face à face à Texas Tech justement, et puis victoire face à Oklahoma il y a 2 semaines. Encore une nouvelle victoire alors que leur quarterback Skylar Thompson est blessé et n'a pas joué. Voilà, c'est bien pour Kansas State. On ne les attendait pas du tout à ce niveau, et ça fait plaisir du côté de la Big 12. Ça sera tout. En revanche, il n'y avait que seulement 3 matchs. Eh bien, on passe tout de suite à la ACC, la SEC. La SEC, eh bien, on va pouvoir parler directement en SEC de l'Upset of the Week. Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde pour l'Upset of the Week, s'il vous plaît? Et l'Upset of the Week, l'Upset of the Week, eh bien oui, concerne Guillaume, car les Gators de Florida se déplaçaient du côté de Texas A&M. Alors, on a beaucoup dit que Texas
n'était pas enfin, c'était une équipe assez pâle, voilà, pour parler très franchement. Et pourtant, eh bien, Texas s'est imposé 41-38. Guillaume, est-ce que tu as envie de nous parler de ce match? Envie, pas spécialement, mais il va falloir y aller quand même, hein, parce que bon, il y a quand même 2-3 petites choses positives sur ce match, donc on va commencer par là avant que je parte en dépression totale. Comme dans la défaite, t'as raison. Ouais, bah donc, si vous voulez, je vous dis, il faut toujours derrière son équipe, peu importe. Hein, j'en ai connu des pires, hein, des saisons des Gators. Donc bon, on va commencer par les points positifs parce que faut pas non plus partir dans la dépression la plus totale. Il y en a eu. C'est les mêmes depuis le début de la saison. Hein, c'est notre attaque et notamment notre duo de Kyle Pitts et Kyle Trask. Je vais commencer par notre quarterback Trask, qui fait encore un super match. Qu'est-ce que je vous dise, 23 sur 32, 312 yards. 4 TD, il a un QB rating de 92. Le garçon, il fait son match, encore une fois. Je l'avais fait tourner un peu sur les réseaux. La petite histoire sympa de ce week-end, c'était que Kyle Trask, il a été élevé dans une famille de fans inconditionnels de Texas A&M. Il a été appelé Kyle en référence au Kyle Fields, donc le stade de Texas A&M. Donc voilà, il a montré que c'était pour moi un des meilleurs quarterbacks du pays, encore 4 TD, 0 inter. Et on peut rien lui reprocher au garçon. Hein. De l'autre côté, à Kyle Pitts, alors si on veut être chiant, loin de ses standards, même si faut arrêter de croire que le garçon va mettre 150 yards tous les week-ends, il finit avec quand même 5 catchs, 47 yards, 1 TD. Ce qu'il faut aussi noter, c'est absolument pas une excuse ou quoi. Il n'était pas à 100%. Je sais pas ce qu'il a. Il se plaignait de la cheville à un moment. Il y a un moment où c'était flagrant. Entre chaque snap, tu le voyais boiter, il sortait pas. Et parce que c'est notre meilleur receveur quasiment. Donc il voulait pas sortir. Donc ce qui explique un peu son match un peu en deçà de ses standards. Gros match de Kadarius Toney, par contre. Et ça me fait plaisir parce que lui qui était un peu un gadget player, il s'affirme de plus en plus comme un vrai receveur. Il est largement meilleur sur ses tracés, des meilleures mains. Du coup, on lui file plus la balle. C'est ce que beaucoup de fans voulaient, en tout cas l'année dernière. Donc là, il finit avec 7 catchs, 92 yards, 2 TD et une course pour 9 yards au sol. Donc il finit au-delà de 100 yards en total yard. Donc, bon match aussi. Premier TD pour notre petit redshirt freshman Naquan Wright, notre running back, le seul à la course du match. Derrière les autres TD, donc il y en a 2 pour Tony, 1 pour Pitts et 1 pour Damian Pierce, notre running back, donc met un TD à la passe, pardon, tant pour moi. Et du coup, on va parler de celui qui fâche depuis le début de la saison et là qui nous a coûté le match parce qu'on n'a pas réussi à mettre 50 points. C'est la défense. La défense, on fait passer Kellen Mond pour Hall of Famer. On fait passer Isaiah Spiller pour un top 5 pick à la prochaine draft. Donc c'est dommage en fait. C'est ce que je lisais sur les réseaux sociaux. On est en train de gâcher une des meilleures, peut-être la meilleure offense qu'on ait depuis les années Thibaut. Et honnêtement, ça me fait chier. Ça me fait chier pour rester le plus poli possible. Ça me fait chier. Et c'est ce que je disais encore une fois après le match, j'arrive pas à comprendre personnellement. Je me suis refait le match. Je me suis fait une fois un match en condensé et une fois le match complet en plus. Je suis un peu maso, j'aime me faire mal, ouais. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. On a des playmakers à tous les niveaux quasiment. Que ça soit Sean Davis au poste de safety, Kyrie Lam au poste de corner, Brandon Cox sur la D-line. Ventrell Miller qui fait un très bon début de saison au poste de linebacker. On a des playmakers partout, mais putain, comme les Américains aiment beaucoup dire, on peut pas arrêter un nez qui coule. Genre un mec, tu saignes du nez, même ça on n'arriverait pas à l'arrêter. C'est fatigant et c'est frustrant et c'est encore une fois, j'arrive pas à trouver des explications pour ça en fait. Si encore on avait voilà, j'ai pas de mots parce que ça me saoule. J'ai pas de réelle explication. On fait jouer des true freshmen qui font le taf, des underclassmen qui font le taf,
J'ai l'exemple au poste de DB avec par exemple Travis Johnson qui est un true freshman ou Jaden Hill qui est un redshirt freshman. Et on leur fait jouer 12 snaps. Les deux finissent avec 3 plaquages, dont Travis Johnson il fait un tackle for loss. Enfin, pour moi, en fait, on fait pas jouer les bons joueurs aux bons endroits. J'ai l'exemple du coup avec Marco Wilson. Sur sa saison freshman, c'était un putain de shutdown corner, il n'y a pas de souci. Depuis sa blessure, depuis son ligament croisé, il n'a jamais retrouvé son niveau. Et dans le slot, ça peut passer. Il s'est fait torche par Elijah Moore contre Ole Miss, mais à mon avis, c'est ni le premier ni le dernier. Claqué au sol. C'est là où il est le meilleur pour moi, et on l'a fait jouer quasiment tout le match à l'extérieur. Et ça a été son poste, ça ne l'est plus pour moi. Il y a ça, il y a Mohamed Diabaté, du coup un redshirt freshman, si je dis pas de bêtises, ou un sophomore, je sais plus trop, qui est un mec super athlétique. Moi, j'étais ultra épais parce que de ce qu'on en voyait, il était possiblement passé au poste de linebacker. Le fait est que ça marche pas. Dès qu'il fait des big plays, c'est parce qu'il rush, il rush de sa position de edge rusher. Et on s'efforce à le faire jouer middle linebacker avec que ce soit Ventrell Miller, soit James Houston. Brad Stewart, notre safety, qu'on fait jouer du coup à moitié en slot corner, qui pour moi juste est meilleur en safety en fait. Donovan Stiner, j'ai essayé de le défendre. J'arriverai pas à le défendre juste parce qu'il met le sac de la victoire contre Mississippi State il y a 1 ou 2 ans. J'essaie de trouver des débuts de réponse, mais j'arrive pas. Et Todd Grantham, je l'aimais beaucoup, je l'aimais bien. Il est fun, il envoie du blitz dans tous les sens. Mais il y a un moment, en fait, t'envoies du blitz dans tous les sens. Quand t'es DB derrière, tu sais que c'est des lockdown corners et qu'il n'y a rien qui passera. Donc tu pouvais l'année dernière avec CJ Anderson qui te tuait un côté du terrain. Mais là, cette année, on n'a pas ce mec-là et donc c'est relou. Donc voilà, je vais partir là-dessus et je vais parler un peu de Texas A&M quand même parce qu'il faut aussi leur. Kellen Mond. Kellen Mond qui fait un super match, ça faut le dire. 25 sur 35, 338 yards, 3 TD, 0 inter. Isaiah Spiller qui nous a marché dessus pendant toute la rencontre, qui finit avec 27 courses, 174 yards, 2 TD, dont un TD en 4e tentative, qui nous fait énormément de mal vers la fin du match, dans le 4e quart. Donc voilà, ils mettent un field goal à la dernière seconde, il n'y avait plus de temps au chrono. J'ai envie de dire que c'est mérité en fait. On pourra pas, en fait, c'est pas viable en SEC de jouer comme si tu étais en Big 12 en fait. Tu peux pas dire vas-y notre attaque elle va mettre 50 points tous les matchs et ça va bien se passer. Non, il y a un moment où tu te prends un truc dans la tête et ça s'est passé maintenant. Maintenant pour le reste de la saison, tant mieux, non le seul. Ouais, à la D'un limite, côté, genre maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Saison, tu vois. Non, c'est clair. Après, le truc qui me rassure entre guillemets un petit peu, c'est que cette année en SEC, à part, enfin en tout cas dans notre calendrier, donc en sortant Bama de l'équation, je trouve pas qu'il y ait de grosses attaques comme il y avait pu avoir l'année dernière avec du coup forcément LSU, Alabama et même dans une un peu moindre mesure Georgia. On n'a pas cette puissance offensive qu'il y a, donc je pense qu'on va être dans tous les matchs. Maintenant, ça va être juste à voir si notre défense veut bien se réveiller un jour ou l'autre. Parce que pour moi, encore une fois, j'en démords pas. Si notre défense se met à jouer au football, on va devenir une équipe extrêmement chiante à jouer parce que on aura une défense qui prendra plus de 40 pions par match, mais on aura tout notre attaque qui va, elle, t'en mettre 40 pions par match. Donc tu fais quoi? Et c'est juste ça qu'il faut, juste serrer un peu derrière, quoi. Putain. Le match face à Georgia risque d'être déterminant quand même pour aller en SEC Championship. Il va être déterminant, mais voilà, dans notre malheur, encore une fois, mieux vaut perdre maintenant. Et en plus, on perd contre une équipe de l'Ouest. Donc du coup, elle ne rentrera pas en compte pour gagner à la division Est. Donc c'est-à-dire que même si Georgia fait un parcours sans faute, sauf une défaite contre nous, et que nous on fait un parcours sans faute, du coup, ça sera nous qui serons champions de l'Est. Donc c'est une victoire, mais on va dire, enfin c'est une défaite, petit lapsus. C'est une défaite, mais on va dire que c'est une des défaites les moins chiantes qui aurait pu nous arriver.
On essaie de se réconforter comme ça. Eh bien, très bien, dans ce malheur, sur cette note positive pour terminer. On va passer au match suivant, à l'autre upset, encore un autre upset cette semaine. Eh bien, je crois que messieurs, on peut encore applaudir une nouvelle fois parce qu'il y a un nouvel upset. Beaucoup d'upsets ici. Et cette fois, je peux applaudir moi aussi. Go Tigers. C'est et oui, d'ailleurs, l'upset nous vient de. They deserve this day. Go ahead and say it, Ed. Go Tigers! Guigui, est-ce que tu peux nous la refaire, s'il te plaît? Go Tigers! LSU qui se sont malheureusement. Désolé. Allez. Je crois que c'est même plus que des cigarettes maintenant. LSU qui se sont inclinés 41-45 face à Missouri. Alors autant se le dire, Missouri, c'est vraiment une des moins bonnes équipes de SEC du moment. Le quarterback de Missouri, Connor Bazelak, qui a passé 4 touchdowns pour 0 interception, facile. Miles Brennan en face du côté de LSU, c'est la même chose, quand même 4 touchdowns, 0 interception, 430 yards. Il a quand même fait son travail, Brennan. Toi, Augustin, tu as regardé ce match, j'ai regardé quelques bribes. Moi, qu'est-ce que tu en as pensé? Victoire méritée pour Missouri et LSU qui s'enfonce de plus en plus, qui sont en bilan une victoire de défaite, LSU. Alors, il y a très peu de victoires imméritées. Je dis ça parce qu'après, on va parler de Auburn, Arkansas. Je vous laisserai Guillaume et Robin tacler les arbitres, comme vous savez si bien le faire. Alors oui, pour revenir sur ce match entre Missouri et LSU, c'est un match qui s'est joué dans le dernier quart-temps, puisque les équipes, à la fin du troisième, les deux équipes étaient au coude à coude. Il y avait 41-38 pour LSU. Donc en fait, c'est Connor Bazelak. Je dois être sincère, je ne connaissais pas, c'est le quarterback de Missouri, qui a envoyé dans les 5 dernières minutes du match une passe pour son receveur Nico Ea. Et en fait, ceux qui ont permis à Missouri de gagner, à Mizzou de gagner, c'est la défense. Parce que coup sur coup, la défense des Tigers de Missouri, de Mizzou et non pas de LSU, ils ont fait les stops défensifs au bon moment, à quelques centimètres en plus de la end zone, pour regagner le ballon et pour permettre du coup à Missouri de gagner. Et en fait, la dernière option du match, c'est joué aussi sur un stop défensif, sur une passe deflection, où le cornerback de Missouri, en 4e tentative, coupe une passe de Miles Brennan pour Terrace Marshall ou Harry Gilbert, bref, c'est pas important. Et voilà, c'est cette passe deflection qui permet à Missouri de gagner ce match. Alors, je vais faire un petit point stat rapidement. Donc voilà, le Connor Bazelak, le quarterback de Missouri, a envoyé 406 yards à 29 sur 34 pour 4 touchdowns, donc MVP du match, à n'en pas douter. Pourtant, Miles Brennan, du côté des LSU, il avait fait un bon match avec 4 touchdowns et 430 yards, dont 235 yards envoyés à Terrace Marshall Jr., le nouveau leader de cette attaque avec l'opt-out de Ja'Marr Chase. Voilà pour le petit point statistique. C'est une victoire. Je pense pas qu'on. En fait, il n'y a pas trop d'enseignements à tirer de ce match, mis à part que LSU a énormément de mal en défense. Que Jabril Cox, le linebacker, n'a pas, je trouve, le rayonnement espéré. Et voilà, c'est une victoire méritée pour Missouri qui a su être clutch dans les bons moments, que ce soit au niveau de l'attaque ou au niveau de la défense. Très bien, donc nouvelle défaite d'LSU. À noter quand même les belles performances de Terrace Marshall, le receveur star de l'équipe, avec 3 touchdowns et 235 yards pour seulement 11 réceptions. C'est quand même énorme. Et surtout, le true freshman Harry Gilbert, le tight end, qui a réceptionné 6 ballons pour 97 yards et un touchdown. Gilbert qui apparemment joue vraiment bien et qui était 5 étoiles, le meilleur tight end de sa classe et surtout le 5e meilleur joueur tout poste confondu, ce qui est assez rare pour un tight end à la sortie du lycée. On va passer au match suivant. Le match suivant, c'est Auburn. Auburn qui affrontait nos amis d'Arkansas, qui a réceptionné Arkansas. Et c'est une victoire sur le fil du rasoir, si on peut dire ça comme ça, d'Auburn, 30-28. Un match qui n'aura pas manqué de faire jaser et un match qui quand même a aussi mis en
en avance. Enfin, j'arrive plus à parler. Un match qui a mis en avant un certain quarterback, hein, et je pense que ça a été un peu ce qui a amélioré la soirée de Guillaume. Guillaume, toi, tu as vu ce match et il y avait un certain Philippe Franks aux commandes. Il y avait un certain Philippe Franks aux commandes. Je vais juste te corriger 2 secondes. C'est pas Auburn qui a gagné, c'est les arbitres. Donc voilà, tu voulais ton petit tacle, c'est fait. Moi, tu sais, je suis fan des Saints, je peux rien dire. Après, on va encore me parler. Je laisserai. Guillaume, voilà, je parle de Franks parce que Franks, il y a des choses moi, je vais parler de Franks et moi, je parlerai des arbitres. C'est ça. Et je te laisserai parler des arbitres parce que toi-même, tu es arbitre en France. Non, je vais parler de Franks. Ça va contraster avec mon attitude d'il y a encore 5-6 minutes. Mais je suis un mec ravi, en fait. Je suis ravi pour Franks. Il fait un match superbe. Il finit à 22 sur 30, 318 yards, 4 touchdowns. Et voilà, en fait. Ça me fait autant plaisir pour moi que pour lui, dans le sens où j'aime beaucoup avoir raison. Et j'avais raison de dire que pour moi, Philippe Franks était un très bon quarterback. Encore une fois, il a les défauts de ses qualités, les qualités commencent à s'amenuiser. Et c'est dans ce sens-là où je trouve qu'il a vraiment passé un step cette année. C'est ce qu'on disait en off, c'est que pour moi, Franks peut t'envoyer 2 legit NFL pass et derrière t'envoyer une pizza 4 fromages, mon pote. C'est ça, quel délice. Et en fait, il y a de moins en moins en fait de ces 4 fromages sur ces matchs à Arkansas. Ce qu'il faut aussi important de noter, parce que bon, on le fait avec les autres équipes. À Arkansas, il a les joueurs autour aussi à Arkansas. Hein. C'est pas juste il est à Arkansas, mais il a les joueurs de Bama avec lui, tu vois. Il a pas de vrai c'est clair. Énorme star. Et il sort des matchs comme ça. Moi, personnellement, déjà, je suis impressionné. Je voulais qu'il fasse une bonne saison. Honnêtement, je m'attendais pas à celle-là. Très clairement, il est super intelligent. Il a des prises de décision vraiment, vraiment intelligentes. Alors, si on veut être chiant, on va dire qu'il a que 65% de complétion sur la saison. Il est déjà à 7 TD pour 2 inters. Il fait une super saison, en fait. Et j'ai envie de pousser le truc plus loin. Si tu regardes, à part son pourcentage de complétion en carrière, qui est un peu compliqué, 24 TD, 6 inters, 5 TD, 3 inters l'année où il se blesse. Là, il commence 7 TD, 2 inters. Avec des pourcentages, l'année dernière, il était à 76. Là, cette année, il est à 64. Mais le mec est bon, quoi. Enfin, quand il est à 100%, quand il réfléchit un peu avec son cerveau et pas juste avec je sais pas quoi d'ailleurs, en fait, mais des fois, c'est pas avec le cerveau qui réfléchit, ça c'est sûr et certain. C'est un superbe, quoi. C'est un super quarterback. Et faire ça à Arkansas, déjà, chapeau. Faire ça en SEC avec Arkansas sans les cupcakes, 2 chapeaux, frère, en fait. Je m'en fous 2 sur la tête et j'enlève les 2 parce que monsieur. Puis la défense d'Auburn, ça reste quand même réputé. Hein. La défense d'Auburn, ça reste une défense sérieuse. Bon, je vais passer un peu au-delà de Fuentes parce que c'est pas le seul joueur sur le terrain, évidemment. Faut aussi noter que leur running back starter, Rakim Boyd, était absent. Il s'était blessé, il n'avait pas joué la deuxième mi-temps du dernier match déjà. Une blessure au pied, si je dis pas de bêtises. Et donc, à sa place, on a eu Traylon Smith qui fait un bon match quand même. 21 portées pour 81 yards. Donc, c'est quand même assez solide. Derrière, sur leur poste de receveur, on en a 4 qui se démarquent plus avec au moins 50 yards à la réception et 4 réceptions. Avec petite mention pour Devion Warren qui finit à 5 catchs, 95 yards et 2 TD. Non, enfin cette équipe d'Arkansas, moi cette année elle me plaît alors qu'il n'y a pas de gros noms, il n'y a pas de grosses stars. T'as très certainement pas de mecs qui seront partis au premier ou au deuxième tour à la draft. J'aime beaucoup. J'en avais fait la preview. Certains m'avaient dit que je m'enflammais un peu. Mais pour moi, pas tant que ça, parce que si c'était pas pour ce que va nous expliquer, nous expliquer, Rob dans quelques instants, il devrait être à 2 victoires, 1 défaite, très, très sincèrement. Si on jouait avec les vraies règles du football américain, ils auraient dû être à 2 victoires, 1 défaite.
Maintenant, voilà, en face, il y a Bonix qui fait un match OK, on va dire. 17 sur 28, 187 yards, 1 TD. Gros match de Tank Bixby, le running back, avec 20 portées, 146 yards, qui a fait énormément de mal à la défense d'Arkansas. Mais voilà, je suis autant content pour Friends que je suis dégoûté pour Arkansas de ce match, parce que pour moi, c'est dans 1 ou 2 ans, ou même quand on arrivera à la draft, quand on regardera le bilan d'Arkansas, on se rappellera pas du pourquoi du comment, on se rappellera juste qu'ils ont la défaite, alors que c'était pas mérité. Cette victoire, mais j'aime pas dire ça parce que ça enlève plein de trucs à l'équipe adverse, qui au final, elle, n'y peut rien si les arbitres ont gâté le truc, mais cette victoire, elle est pas méritée pour moi. Avant de donner la parole à Robin, je voulais quand même rebondir sur ce que tu as dit. Arkansas, il faut pas oublier, surtout pour les auditeurs, hein, à titre d'information, il ne faut pas retirer le crédit à l'head coach Sam Pittman qui a effectué un très très bon recrutement ces dernières saisons, notamment l'année dernière pour 2019. Il a pas mal de joueurs 4 étoiles, hein, ils sont numéro 23 sur le pays en termes de meilleurs recrutements. Il y a eu quelque chose qui s'est produit, Arkansas, c'est pas forcément facile de commit des joueurs dans une équipe comme Arkansas, parce que déjà, de 1, il faut être honnête, c'est peut-être pas l'état le plus sexy. De 2, l'équipe, on sait qu'elle peut se faire très facilement rouler dessus vu qu'elle joue en sec. Voilà, c'est bien joué de la part de Sam Pittman, et puis on commence à en voir, ça commence à porter ses fruits tout simplement. Robin, raconte-nous ce match et pourquoi Arkansas justement aurait sûrement dû gagner. Bah écoute, on dit souvent que qu'à la draft NFL, on choisit le meilleur joueur available. Et bah avec le first pick de la draft 2021, on va sélectionner les arbitres. Parce que le corps arbitral, et je critique pas souvent l'arbitrage, parce que en tant qu'arbitre en France, c'est absolument pas le même niveau, on est d'accord, mais il y a quand même des règles les règles sont les mêmes. On peut pas faire des erreurs comme ça. C'est surtout avec de l'enjeu. Enfin, c'est pas comme si c'était un spike à la mi-temps quand il y avait 30 points d'écart. Non, là c'est un spike manqué. Pourquoi j'appelle ça un spike? C'est un fumble. Une passe en arrière. C'est un fumble. Enfin, c'est une passe arrière, donc c'est un fumble. Ouais, c'est Arkansas a la possibilité de gagner le match sur ça, puisqu'il récupère la balle. Et du coup, je vais vous raconter l'action. Imaginez-vous, il reste un peu moins d'1 minute. Auburn drive tout le terrain. Ils ont plus de temps mort. Du coup, ils doivent spiker la balle. Donc, spiker la balle, pour ceux qui ne savent pas, c'est prendre la balle et l'acheter directement pour faire une passe incomplète et arrêter le temps. Le but, en fait, du spike, c'est d'arrêter le temps, comme je l'ai dit, mais c'est considéré comme une passe incomplète puisque c'est un mouvement fluide déjà et on sait qu'on va le faire. C'est ça, c'est vers l'avant et c'est pas considéré comme rejet intentionnel puisque c'est fluide et que c'est dans les dernières secondes. Donc, il y a 2 règles pour le spike, c'est d'avoir un mouvement fluide dans la prise de la balle et dans le rejet. Et la deuxième règle, c'est de le faire vers l'avant. Parce que si on le fait vers l'arrière, c'est une passe vers l'arrière, c'est un fumble en fait. Et là, il y a les deux qui ne vont pas. Il y a premièrement le fait que le spike, ça ne soit pas réellement un spike, puisque le quarterback Bonix, il bubble la balle, enfin il joue avec la balle et la balle, elle n'est pas contrôlée. Et en plus de ça, donc le mouvement n'est pas fluide, et en plus de ça, il jette la balle vers l'arrière, qui est un fumble. Les arbitres review l'action. Donc c'est ça le pire. C'est ça le pire. Review le bordel. C'est qu'ils review. Review le bordel. C'est-à-dire que consciemment, avec les images sous les yeux, ils disent non monsieur, c'est une passe en avant. C'est ça. Le gros problème en fait, c'est ça. C'est pas comme si c'était dans le feu de l'action où ils n'avaient pas le temps de review parce que la balle elle était remise en jeu rapidement. Non. Là c'est passe incomplète après avoir review pendant des longues minutes. Alors que le coach d'Arkansas, il pète un câble sur le terrain parce qu'il sait que les arbitres ils vont l'entuber. Et il me semble que sur les images, on voit même le coach de Auburn qui est un peu surpris du résultat. Il se dit, mais comment ça? Comment est-ce qu'ils ont fait ça?
Et en fait, c'est ça. C'est là, les arbitres, ils ont donné le match à Auburn. Et je suis vraiment pas pour critiquer les arbitres puisque je considère que c'est des humains et on fait des erreurs. Mais il y a des moments où là, il y a la vidéo. On peut pas faire les erreurs sachant que il y a la vidéo. C'est pas comme si c'était dans le feu de l'action, une balle qui est un peu. Non, non. Là, c'est clairement même. C'était pas à vitesse réelle, quoi, en fait. C'était Parce pas. qu'ils ont les ralentis. Ils ont les ralentis. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Si ça n'avait pas été review ou quoi, ça aurait fait gueuler tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y aurait pu avoir la défense. C'est allé vite. Ça s'est enchaîné. Ils ont pensé que peut-être. Non, là, c'est comme tu dis. Ils ont review l'action pendant des minutes. Et les mecs se sont mis. Ils sont combien? Ils sont une dizaine quasiment, bref. Ils sont tous regroupés. On est d'accord, c'est une passe vers l'avant. Ah oui, ah oui, oui, ah oui, oui. Donc en fait, là, pour moi, il y a deux solutions. Soit tu es malhonnête, soit tu n'as rien à faire sur un terrain. Et l'un va avec l'autre, d'ailleurs. Si tu es malhonnête, tu n'as rien à voir à faire sur un terrain. Et j'espère profondément que ces mecs-là n'arbitreront plus un match cette saison. Mais c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas un match en jeu dans le sens où Arkansas pouvait prétendre à une place, je sais pas, en SEC Championship. On sait très bien, mais c'est juste que le match, la philosophie de match, elle est pas la physionomie de match, elle est faite pour que Arkansas gagne en fait, dans le sens où Philippe Franks il fait une passe millimétrée pour passer devant. Enfin, Arkansas mérite de gagner le match. Il mérite pas de perdre et c'est pas comme si c'était arrivé comme ça et que potentiellement on pense qu'ils auraient pu gagner. Non, non, là ils méritaient de gagner le match et ils l'ont pas fait à cause des arbitres et c'est un gros problème dans ce cas-là. Après les arbitres, la SEC elle a fait un official statement pour dire voilà, enfin bref. Mais le match tant pis, le match est perdu quoi et c'est dommage. Après cette note un peu dure, on passe aux autres matchs en SEC. Il y a Tennessee qui se déplaçait du côté de Georgia. Victoire logique de Georgia, 44-21. On ne va pas épiloguer là-dessus. Voilà, c'était attendu. Il ne s'est rien passé de très particulier. J'ai un peu regardé le match. C'était du bon football, mais c'était très attendu. Juste petite mention pour les défenseurs, les linebackers de chaque côté. Henry To'oTo'o du côté de Tennessee, qui était très en vue à sa sortie du lycée et qui est sophomore. Et Monty Rice qui sera présent normalement à la draft 2021. Le linebacker de Georgia, aussi auteur d'un gros match, 8 tacles, 1 sac, 2 tackles for loss. Voilà, un linebacker à bien surveiller, on en avait déjà parlé. Aux autres nouvelles, South Carolina s'est imposé très tranquillement 41-7 face à Vanderbilt. Vanderbilt qu'on annonçait comme les bons derniers de la SEC. Bon, voilà, ça ne change pas. Et puis, gros match du running back Kevin Harris du côté de South Carolina avec 171 yards pour 2 touchdowns et seulement 21 portées. On va s'arrêter un tout petit peu, mais je sais bien, c'était à Mississippi State qui se déplaçait du côté de Kentucky. Et là, encore une fois, un upset, messieurs, applaudissements, parce que alors là, c'était upset sur upset, là, pour le coup. Car Kentucky se sont imposés 24-2. Voilà, 24-2, ça fait très mal. KJ Costello, le quarterback, tant attendu du côté de Mississippi State, qui il y a 2 semaines avait battu LSU, notamment en battant des records de yards en NFL. KJ Costello, c'est 36 complétions sur 55 tentatives, donc énorme. Encore une fois, 232 yards, 0 touchdown, 4 interceptions. Après la 4e interception, Mike Leach, le head coach, s'est dit on va peut-être mettre KJ Costello sur le banc, il ne me sert plus à rien et il fait un match pourri. Il l'a remplacé par Will Rogers. Will Rogers, c'est 0 touchdown, 2 interceptions. Très grosse victoire de Kentucky. Je voulais juste qu'on s'arrête un tout petit instant là-dessus. KJ Costello qui était très en vue. Est-ce que ça montre les limites de la méthode Mike Leach, c'est-à-dire de lancer je ne sais combien de passes dans le match et de ne pas courir alors qu'ils ont Kyle Neal en très bon running back? Est-ce que pour vous, Costello, il s'est fait bencher cette semaine. Est-ce qu'il risque de se refaire bencher très bientôt?
Alors, J'attends juste, des excuses, moi. De la Ouais, part de. de la part de toi, déjà, pour commencer. Parce que j'étais un des seuls à dire que Costello puait la merde et que de toute façon, c'était de la chatte qu'il a eu au premier match. De la chance, Oh, j'ai pardon, dit que t'étais excusez-moi. dur. Ah non, t'étais dur. Non, mais c'est la vérité. C'est pas parce que tu fais un bon match que forcément, voilà, ce quarterback n'est pas aussi bon qu'on en a voulu le dire. Il fait des mauvaises lectures et on me dit qu'il a un bras, je sais pas quoi. Il y a 50 quarterbacks en NCAA qui ont un bras et le but c'est d'envoyer la balle dans les mains de ses receveurs. Il n'est pas capable de le faire. Il faut faire jouer ton meilleur joueur, c'est Khalil Hill. Tu lui donnes pas le ballon et bah tu perds. Voilà, point barre. Et c'est vrai que tu as bien raison parce que Khalil Hill, c'est un super running back et que c'est tellement dommage de le sous-utiliser comme ça. Alors, au moins, on peut savoir, on sait qu'il est polyvalent. Il sait réceptionner à la main, ça on le sait. Pour le coup, on n'a que l'occasion de le voir. Mais courir, on ne sait plus si c'est courir ou pas. Alors que normalement, c'est un super rusher. Enfin, quel dommage, quoi. Quel dommage. Et puis quand tu perds face à Kentucky de cette manière, Kentucky, je suis désolé, c'est vraiment aussi une des plus mauvaises équipes de SEC, sans vouloir les offenser. Va falloir remettre en question la méthode. Va falloir que Costello aussi, qui peut-être flottait sur un petit nuage depuis la week 1 face à LSU, se remette en question. Mais il y a pas mal de choses quand même à ajuster du côté de Mississippi State. Moi, j'ai hâte de voir la semaine prochaine pour les Bulldogs. Alabama, pour terminer la SEC, Alabama qui se déplaçait du côté de notre ami qui vient de prendre la parole, Valentin, d'Ole Miss, chez toi. Victoire 63-48 d'Alabama, mais il faut dire que vous les avez mis en difficulté pendant très très longtemps et que franchement, votre victoire, si vous aviez gagné ce match, ça n'aurait pas été démérité. Ouais, bah, contrairement à Mississippi State, nous, on a un quarterback correct et un coach. C'est déjà ça. Et ouais, effectivement, on n'était pas loin de l'upset quand alors, même. le coach Mike Leach, franchement, tu peux pas critiquer. Je dis pas que c'est un mauvais coach, mais on a un meilleur coach. De toute façon, on verra pendant le match, pendant le Sugar Bowl. Mais enfin, voilà, je pense que ce qu'on monte sur le terrain, il n'y a pas photo. Enfin bref. Du coup, ouais, on n'est pas passé loin de l'upset. Et putain, je pleure pour qu'on ait une défense juste juste moyenne la saison prochaine. Parce que je pense que si on avait une saison... Je suis avec toi de ouf. Ouais, c'est ça en fait. C'est un peu le même combat à moindre mesure entre Florida et entre Guillaume et moi. C'est qu'on a des attaques qui peuvent rouler sur tout le monde, mais on a des défenses qui peuvent se faire rouler par tout le monde. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, juste pour faire un petit bilan au niveau de notre attaque, ce qui est quand même le plus intéressant. Matt Corral qui fait encore un super match, 21 sur 28, 365 yards, 2 TD. Quand il lance le ballon, je m'inquiète pas. Je sais qu'il va pas se foirer. Je crois qu'il a fait une petite erreur dans le match où vraiment c'était pas loin de se faire intercepter, mais enfin, le mec en 3 matchs, il envoie une interception et encore c'est un ballon typé qui tombe dans les mains du défenseur de Florida. Enfin, c'est assez incroyable ce que Lane Kiffin arrive à faire avec Matt Corral et surtout l'attaque quoi. Au niveau de nos coureurs, Snoop Connor pardon, et Jarion Neely, ils sont 128 et 120 yards de chacun, 4 TD en tout. C'est assez monstrueux quand même contre la D-line d'Alabama. Et au niveau de nos Quand tu as des bons running backs et que tu les fais courir, de toute manière, ça marche. C'est ça. Il y avait des gens qui étaient un peu surpris, je sais plus c'est qui sur Twitter, qui connaissaient pas trop Snoop Connor. C'est plutôt le mec en envoie au charbon quand on est un peu en galère, donc en 3e et 1, 3e et 2. Et là, Snoop Connor, il a enfoncé la D-line d'Alabama. C'était assez impressionnant. C'est peut-être le meilleur match de sa carrière pour l'instant. Et puis, au niveau des receveurs, ça bouge pas. Elijah Moore, 143 yards, meilleur slot receveur du college football. Maintenant, je le dis dès maintenant. Et Kenny Yeboah, encore une preuve que Lane Kiffin arrive à transformer des joueurs. Parce que Kenny Yeboah, si je me trompe pas, à Temple, il n'avait jamais dépassé les 200 yards. Je reprends ses stats, c'est 233 yards en 2019. Là, là, il est déjà pas mal. Sur ce match-là, il fait 181 yards de TD. Donc, c'est un tight end voilà, qui va commencer à monter un petit peu dans les draft stocks, qui fait tranquillement sa place. Donc, je suis vraiment... de toute façon, ça va être comme ça tous les week-ends. Je suis extrêmement content des appels de jeu et de notre attaque.
Voilà, deux petits points noirs, enfin un point noir qui nous fait perdre le match à mon sens. C'est notre centre Ben Brown qui se foire 4-5 fois par match sur les snaps. Donc, si vous ne vous rappelez pas, l'année dernière, c'était notre meilleur guard. Pour moi, il est attendu à partir du 3-4e tour de la draft prochaine. Et notre senior centre a décidé de opt-out et après de se mettre sur le portail des transferts. Et le bougre, il nous a envoyé un snap à 4 mètres de hauteur, 10 yards derrière Matt Corral sur une 3e et 1, quand on était dans le camp d'Alabama en première mi-temps, au premier quart-temps. Et au 4e quart-temps, il nous fait la même, il fait un snap foireux. Matt Corral doit se coucher dessus alors qu'on était bien parti. Et c'est à ce moment-là qu'on peut pas marquer de TD et qu'on fait le field goal. Donc ça, il va falloir le corriger quand même assez vite, parce que 4-5 snaps par match qui foirent, enfin, ça fait quand même beaucoup. Alors ça me fait chier pour lui parce que voilà, c'est un excellent garde, entre guillemets, il y peut rien, quoi. Lui, il avait rien demandé. Mais il va falloir changer, trouver quelqu'un pour le remplacer à ce poste-là ou le faire travailler encore plus. Parce que j'ai peur qu'après, ça affecte son moral et que son niveau baisse sur la saison. Et juste pour parler de notre défense à nous, juste pour faire un résumé, alors il y a 2 tackles for loss, 1 sac. Et c'est Sam Williams qui le fait. Voilà. Donc à la fin, Lane Kiffin, sur le 4e carton, il cherchait même plus à jouer les défenses. Il tapait des kick-offs sur les sur les 50 yards pour que Alabama récupère le plus vite le ballon et qu'il marque le plus vite. Enfin, j'ai l'impression que c'était ça. On a même tenté un onside kick qui a failli marcher, mais notre kicker il relâche le ballon. Enfin, je pense que même Lane Kiffin, il est dépité par notre défense, il ne sait pas quoi faire. Je ne pense pas qu'il y ait les joueurs pour faire, hein, de toute façon, ce que j'avais dit en début de saison. Donc, on risque de se prendre 40 pions par match minimum. Et voilà, il va falloir que l'attaque en marque le plus possible. Et pour parler un peu d'Alabama, super match encore de Mac Jones. 28 sur 32, 417 yards, 2 TD. Alors, c'est une performance à relativiser, je pense, parce que c'est notre défense. Mais il ne faut pas lui enlever quand même. 28 sur 32, 417 yards. On ne peut pas lui enlever. Depuis le début de saison, il fait un très bon début de saison. Najee Harris qui nous a écrasé, qui nous a enterré. 23 tentatives pour 206 yards, 5 touchdowns, je viens de voir. Je pensais qu'il en était qu'à 2 ou 3. C'est incroyable. Alors, il y a des gens qui arrivent à me dire qu'il n'est pas bon, que c'est qu'un nord-sud, je sais pas quoi. Enfin, quand tu vois les jumps qu'il fait au-dessus des défenseurs, il écrase. Le mec, c'est un monstre, quoi. Il réceptionne les ballons, il te met des stiff arms. Les mecs, ils font des crises cardiaques sur le terrain. Enfin, c'est assez incroyable. Ce joueur est assez incroyable. Et je le préfère à Travis Etienne. Après, c'est question de goût, de couleur. Voilà. Et après, j'ai juste vous donner, pour finir, 2-3 petits trucs que j'avais vus pendant le match. Alors, on est à l'équipe qui a marqué l'équipe unranked, donc l'équipe non classée, qui a marqué le plus de points contre Alabama depuis 1936. Donc, Alabama, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas pris autant de pions par une équipe non classée. Et pour revenir sur Kenny Yeboah, c'est le tight end qui a marqué le plus de yards dans un match à Ole Miss. Donc, depuis le début des matchs, enfin, depuis toujours à Ole Miss, pardon. Et Elijah Moore, c'est le leader de la NCAA c'est en receiving yards par game, donc en yards par match. Je crois qu'il doit avoir une moyenne, et il a une moyenne de plus de 100 yards par match. Donc voilà. Voilà. Et j'ai plus rien à dire. On a roulé sur la défense d'Alabama, ce qui n'était pas une mince affaire, mais ils nous ont roulé dessus et ça a donné ce que ça a donné. Et d'ailleurs, en parlant de défense d'Alabama, je voulais juste te poser la question très rapidement. Sur cette défense, il y a quand même 3 joueurs qui sont attendus au premier tour quasiment de la draft. Dylan Moses, Patrick Surtain et Christian Barmore. Vous avez quand même roulé sur leur défense aussi, mettre 48 points à Alabama. Est-ce que ces joueurs, finalement, tu doutes un peu de leur capacité? Ils n'ont pas montré ce qu'il fallait montrer ce soir-là. Ouais, alors, c'est difficile parce que vraiment, je pense que les gens ont du mal à se rendre compte que notre attaque est vraiment extrêmement forte.
que les appels de jeu de Lane Kiffin sont à la limite de la perfection à chaque fois, qui arrivent vraiment à bien cibler les faiblesses de la défense adverse. Donc, Dylan Moses, en soi, il fait son match, il fait 13 plaquages, 6 solos. C'est pas un mauvais match, mais c'est pas ce qu'on attend d'un futur premier tour. Après, ouais, encore une fois, j'ai du mal à leur mettre la faute dessus. Alors, bien sûr, de base, Alabama qui se prend 48 pions par Ole Miss, ça devrait jamais arriver. Mais là, c'est vraiment particulier. On est un coach qui arrive vraiment à percevoir les failles dans les défenses adverses. Enfin, je ne saurais pas trop l'expliquer. Faut voir au fur et à mesure de la saison ce que va donner la défense d'Alabama contre des grosses facs. Mais je peux pas. Voilà, je peux pas. Je pense que notre attaque est trop forte pour les défenses. N'importe quelle défense en college football. Lane Kiffin qui est un coach offensif et qui l'a bien montré. Ouais. Elio, je voudrais juste rajouter un truc. Il y a quand même des gens qui avaient dit à l'issue du premier match entre Ole Miss et Florida qu'une équipe prenant plus de 35 points par une équipe comme Ole Miss ne pourrait pas prétendre à une place en playoff ou une place au titre. Voilà. Donc je vous apprends dès à présent qu'apparemment Alabama est une fac de 8e zone et n'ira donc absolument pas en playoff. C'était un plaisir. Non, mais ça, c'est les analyses des highlights de college football qui regardent le mardi à 16h avec un... Les experts. C'est ça. Les experts. Pour terminer, Devonta Smith, Jalen Waddle, c'est presque 300 yards à eux deux, les deux receveurs stars d'Alabama. On a terminé sur la SEC. On passe très rapidement au Group of Five. On vous a sélectionné quelques matchs qui nous seront présentés par Augustin. Alors, c'est parti pour le Group of Five. Houston qui recevait pour son premier match de la saison après les multiples annulations, notamment face à Baylor, ils accueillaient Tulane chez eux. Les Cougars, ils ont gagné. Comme ce qui était attendu, donc 49-31, donc grosse perf offensive. Je crois que c'est la plus grande performance en termes de yards pour Houston depuis un long moment, et Dieu sait que Houston, avec l'époque Case Keenum, en engrangeait des yards. Alors, le grand artisan de cette victoire fut la défense. 6 sacs et 12 plaquages pour perte. À noter la super performance du receveur star Marquez Stevenson, dont je sais chez toi Valentin que tu aimes bien. Il a marqué les esprits. Il a reçu pour 118 yards et un touchdown, mais il a surtout inscrit un touchdown sur retour de kick de 97 yards. Donc voilà, Marquez Stevenson, c'est le vrai playmaker de cette équipe de Houston. Le 15e du pays, Brigham Young University, a dû s'en remettre à son fantastique QB, de Johnny Manziel, mormon. Enfin, pour les gens comme moi qui aiment un petit peu tout exagérer, donc je parle de Zach Wilson, c'est 292. Il y a les mormons aussi. Oui, il y a les mormons. C'est quoi, je vais même pas répondre, comme tu dis. Sale retraité sous coke. 292 yards, 2 touchdowns lancés et 1 touchdown à la course. Donc voilà, il a fallu un gros match du QB mormon pour venir à bout d'une équipe de l'Université of Texas at San Antonio, UTSA, qui était vraiment accrocheuse. Petit point concernant les académies militaires, Army a dû s'employer pour battre l'équipe de FCS The Citadel, qui enchaîne les matchs face à des équipes de FBS, donc de division élite du college football. Army a gagné que 14-9. Voilà, donc franchement, c'est une mauvaise performance quand tu joues face à ce Citadel. Leurs rivaux de la Navy, eux, ont enfin remporté une victoire plutôt probante en allant gagner à Temple 31-29. Évidemment, pas besoin de vous décrire tout ça, c'est leur triple option qui a tout fait. Je crois que le quarterback de Navy a lancé que 2 ballons, c'est toi Elio qui m'avait dit ça. Ouais, que 2 passes, c'est incroyable. Football. Football américain. C'est la 100e victoire du coach de Navy. Qui a un nom très compliqué à prononcer. Je préfère ne pas l'écorcher. C'est ça. Et Marshall, une équipe que nous on aime bien parce qu'ils avaient fait un super premier match en ce début de saison, a battu Western Kentucky sur le score de 38-14.
Si Grant Wells a pas fait un grand match comme le premier face à Eastern Kentucky, il a dû s'en remettre à son running back Knox qui lui augmente semaine après semaine son draft stock et qui devient vraiment un prospect NFL qui a couru pour 107 yards et 3 touchdowns. Et pour finir, dans un duel de Floride, Guillaume, je sais que tu étais devant ta télé, c'est East Carolina qui a battu South Florida 44-24. Voilà pour le Group of Five. Merci beaucoup, Augustin. Et bien, tout de suite, on vous dévoile le nouveau classement iPeople, hein, comme d'habitude, les 5 premiers, les 5 derniers, et puis les toutes petites nouvelles dedans. Encore une fois, un classement où des équipes sont présentes sans avoir joué, mais un classement déjà qui prend plus forme, je dirais. Alors, numéro 1, Clemson, numéro 2, Alabama, numéro 3, Georgia, numéro 4, Notre-Dame, et numéro 5, North Carolina, qui font leur entrée dans le top 5. Dans le sens inverse, numéro 20, Iowa State, numéro 21, Louisiana, Lafayette, pas LSU, hein. Numéro 22, Kansas State, numéro 23, Kansas State, c'est une belle surprise, hein. Numéro 23, Virginia Tech, numéro 24, Minnesota et numéro 25, USC, deux équipes qui n'ont toujours pas joué. Donc on a quand même LSU, Texas et Oklahoma qui sont pas dans le classement. Oklahoma n'y était pas déjà la semaine dernière, hein. LSU et Texas sont sortis du classement, donc grosse à moitié surprise parce que bon voilà, ce sont des gros programmes mais qui ne méritent pas d'y être, c'est vrai. Et puis il y a aussi une petite chute, hein, de Miami et Florida après leur défaite ce week-end. Voilà, un iPeople qui ne vous choque pas, vous messieurs. On n'a pas besoin de rester dessus trop longtemps. Non, c'est logique. Logique. Très bien, et bien maintenant on va vous présenter le week-end qui arrive et particulièrement les matchs du top 25, hein, sinon on en aurait plein des matchs à vous citer. Alors en match du top 25, on commence doucement. Coastal Carolina qui se déplace du côté de Louisiana. Victoire de Coastal Carolina, Louisiana. Les deux équipes sont à 3 victoires, 0 défaites. Ça Moi, se passe du côté de Lafayette. Sur Coastal Carolina. Je sais pas, c'est une équipe que j'aime bien. Il y a un linebacker Cletus avec un mulet là qui me fait trop rire. Ah oui, je vois pour qui tu Coastal parles. Carolina. Ouais. Il casse des cailloux dans les vestiaires. Genre pour ceux que ça intéresse, les vidéos d'après-match. C'est la troisième mi-temps. C'est un très bon linebacker en plus, hein. Aussi, rire, voilà. c'est vraiment un bon linebacker. Ah, moi je mets quand même ma pièce sur Louisiana, à domicile en plus. Mais après, oui, Louisiana par contre sur le résultat. Ouais, peut-être Louisiana, ouais. Donc ça penche quand même plus sur Louisiana. On verra, Augustin, si tu avais raison pour Coastal Carolina. SMU qui se déplace du côté de Tulane. SMU, c'est 4 victoires, 0 défaite. Tulane, 2 victoires, 2 défaites. Donc SMU qui va à la Nouvelle-Orléans. Tout le monde reste sur SMU malgré la perte de TJ Daniels et Reggie Robertson. Ouais. Mais il faudra voir comment SMU se débrouille sans ses deux principales armes offensives. Et Dieu sait que SMU a besoin de victoires pour continuer à espérer finir l'année, on va dire, dans ce top 25. Parce que je rappelle, ils sont 17e au classement iPeople. C'est vrai que ça serait vraiment chouette pour SMU. Et pour l'instant, bon, ça se passe bien pour les Mustangs. BYU, Brigham Young qui se déplace à Houston. Brigham Young, c'est 4 victoires, 0 défaite. Houston, 1 victoire, 0 défaite. Un seul match dans les pattes de Houston. Moi, je dirais Brigham Young. Tout le monde est à peu près d'accord. BYU. Ouais, BYU. Zach Wilson qui est en bonne forme. En 4 matchs, il est déjà à plus de 1000 yards. 1241 yards pour être exact. On n'en parle pas beaucoup de lui, mais il fait des très belles performances quand même. Ouais. Le Johnny Manziel Mormon, selon Augustin. Clemson qui se déplace du côté de Georgia Tech. Tout le monde est d'accord pour mettre Georgia Tech. Jeff Sims qui va marcher. Bah oui, Qui évidemment. va marcher sur Trevor Lawrence. Absolument. Très bien, on est tous d'accord. Ça fait plaisir. Cincinnati qui se déplace du côté de Tulsa. Cincinnati, 3 victoires, 0 défaite. Ça, les Bearcats qui étaient bien attendus et qui répondent aux attentes. Cincinnati pour tout le monde. Ouais, avec notre poteau Michael Young Jr. qui nous retweet. On fait des bisous à Michael Young. On s'accroche à ce qu'on a. Ouais, c'est vrai.
C'était Que de vraiment la force. Michael Young, hein, pas Michael Young. Bon, ok, je me tais. Pittsburgh qui Ouais, se c'est bon. déplace. Qui l'a invité, celui-ci, Ouais, j'étais sûr que c'était Guillaume qui allait intervenir. En plus, j'en étais certain. Pittsburgh qui se déplace du côté de Miami. Pittsburgh, 3 victoires, 2 défaites, mais avec quand même une belle petite équipe. Et Miami, 3 victoires, 1 défaite. Donc après la défaite face à Clemson le week-end dernier. L'upset est possible ou pas? C'est possible. Je ne pense pas, mais c'est possible. Mais en tout cas, ça sera un match à regarder parce qu'il y aura un duel. L'attaque de Miami, elle déroule bien en ce moment, à part contre Clemson. Et la défense de Pittsburgh, c'est la meilleure partie de son équipe. Donc, ça va être très intéressant à regarder, je pense. Et qu'en est-il de Pickett? Il a été blessé dans la fin du match parce que j'ai pas vu Alors, tout ce qui s'est passé. Pickett, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il s'est tordu la cheville, il s'est blessé à la cheville dans le 4e quart-temps. Et comme le match était serré, il a continué à jouer, il boitait à chaque jeu. Et il met des courses, il va mettre des taquets dans les gens. Crûment dit, il a porté ses couilles et il a fait bonne impression de ce que les Américains appellent toughness, le fait d'être dur et de jouer physique. Et vraiment, c'est très bien pour lui. Après, à la passe, toujours un peu des problèmes, mais bon, correct. Et bon match de Addison, le freshman receveur. Intéressant. Auburn qui se déplace. Alors, on n'a pas dit d'ailleurs. Pittsburgh, Miami. Miami, donc pour tout le monde. Miami, ouais. Miami, Ok. mais c'est serré. Ouais. Auburn qui se déplace du côté de South Carolina. South Carolina, une victoire, 2 défaites. Auburn qui devrait le faire ou l'upset est possible? L'upset est South possible. Carolina. Ouais, je suis d'accord. South Ouais. Carolina. Parce Bien, que je South pense qu'on se Carolina- on se fait de la télépathie tous ensemble. Là. Parce que South Carolina, ils ont chatouillé Tennessee. Là, ils ont fait une sorte d'une super victoire face à Vanderbilt, alors que Auburn, face à Kentucky, ça a galéré. Et face à Arkansas, ça a plus que galéré. Ça aurait dû perdre. Genre, upset Auburn, très possible. c'était penalty la casette, quoi. Les refs, c'était. Comment il s'appelait le mec déjà, les gars L'arbitre qui donnait Chaperon. des penalties. Non, c'était pas Non. Chaperon, c'était un autre. Non, c'est Fautrel. Freddy Fautrel. Non, pas lui. Ah, comment il s'appelle? Putain, personne. Ah, bon, les Il a une auditeurs. tête- il a une tête de rase. Ah, Ouais, nous, vous avez compris les. Vous voyez de qui on parle. En tout cas, ouais, South Carolina en plus qui joue du côté chez eux, du côté de Columbia. Hein, donc pourquoi pas l'upset. Kentucky qui se déplace à Tennessee. Alors là, franchement, ouais, Tennessee sur le papier, mais Kentucky qui en sont capables. Pas Tennessee, parce que le match contre Georgia, Tennessee a eu du mal, mais au début, ils étaient proches. Donc, non, Tennessee. C'est vrai. Kentucky. Tennessee finissent à -1 rushing yards contre Georgia. Je viens de voir passer Oui, la stat. mais pour avoir regardé le match Tennessee-Georgia, le début de match est quand même assez propre, mais je sais pas, Quarantano, c'est une turnover machine, hein, leur QB. Mais C'est pas faux. comment? C'est pas faux. Ouais, c'est une turnover machine et du coup, s'il s'applique un peu mieux contre Kentucky, ça devrait le faire. Il n'y aura pas de souci. Et l'arbitre, les gars, c'était Clément Turpin. Ah Voilà. ouais. Pas d'un Ce chute, chien. on dit. Pardon. Pardon. Voilà. Louisville qui se déplace à Notre-Dame. Louisville, une victoire, 3 défaites. Notre-Dame, 3 victoires, 0 défaites. Ouais, on gagne, on va gagner parce que Louisville déçoit et puis on est 4e Notre-Dame là, c'est pas le moment de perdre. Hein. Notre-Dame, tout le monde, pas d'objection. Ouais. Notre-Dame, tout le monde, mais là, je me réveille un peu comme ça alors que ça fait un quart d'heure qu'on n'en parle plus. Mais j'avais vu une stat, ça fait je sais pas combien d'années que dans ce classement, dans le classement Epipol, on n'a pas une des 3 équipes suivantes, LSU, Texas, et la dernière c'était Oklahoma, je crois. Ouais, c'est ça. Oklahoma, Non, mais oui, c'est tout à fait étonnant. Et oui, ça m'étonne pas que ça ne s'est pas produit depuis un long moment. LSU qui se déplace chez toi, justement, Guillaume, à Florida.
Grosse victoire d'LSU, Joe Burrow, tout ça. Bah non, c'est terminé. Florida qui s'impose. Mais. Florida qui s'impose, mais en match de Big Ten. Quoi. Non, Florida. Florida qui s'impose grâce à la défense d'LSU. On peut dire ça dans ce sens-là quand même. Et aux 90 000 spectateurs. Voilà. Ouais. Que ton head coach a Ah ouais, réclamé. on parlait d'arbitre. Ça, c'est le carton rouge. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'arbitre. Non, ça, c'est le carton rouge de la semaine. Oui, et j'ai été le premier à le dire. Vous pouvez en témoigner, j'étais le premier à le dire. Non, mais expliquez. C'est pas vrai. J'en reparle. Parce que les auditeurs ne savent pas de quoi on parle. J'en reparlerai sur Twitter. Il y a Dan Mullen qui, après le match face à Texas A&M, a entre guillemets râlé en disant que ça l'étonnait vachement qu'il y avait que les 20% autorisés de spectateurs dans le stade, dans le sens où il était rempli. Et donc il avait dit au début ce que je pensais sur le coup de l'énervement, j'espère qu'on aura 90 000 personnes dans le swamp la semaine prochaine. Des propos qui ont été tempérés par notre directeur athlétique qui a dit bien évidemment que non, il n'y aurait pas. Et là, aujourd'hui, en conférence de presse, Dan Mullen a réitéré son souhait de voir 90 000 personnes dans le swamp, ce qui est une énorme connerie. J'adore ce coach. Il a fait des merveilles depuis qu'il est arrivé à Florida pour notre programme. Mais ça, c'est une connerie. On est en plein milieu d'une pandémie mondiale. Tu vas pas tasser 90 000 étudiants à moitié bourrés tous, encore une fois. Certes, pour l'instant, sur les matchs qu'il y a eu à Gainesville, quasiment tout le monde était masqué. Donc ça, bien joué les gars. Mais tu vas quand même pas mettre 90 000 personnes. C'est pas parce qu'en fait, le mec en face de chez Watt, c'est un bouffon fini, un imbécile fini, que toi, t'enflamme pas, c'est bon. Fini, Ouais, gros, t'es en Floride, t'es en Floride. Hein. C'est pas 90 000 étudiants, c'est 90 000 Floridiens. Oui, non, mais encore une fois, mais là, on parle de Texas A&M, mais dans n'importe quel match au Texas, c'était ça. Le stade était blindé. Non, mais mais c'est honteux. Ce qu'on voit dans les. Mais parlons des Texans 2 minutes. Ce qu'on voit dans les stades, c'est honteux. Après, c'est pas grave. 230 000 morts. Après tout, c'est pas grand-chose. Enfin bref, on va pas discuter de tout ça parce que ça touche aussi à un certain niveau politique. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est quand même misérable ce qui se passe. Texas A&M justement qui se déplace du côté de Mississippi State. Mais personne n'a dit son vainqueur pour le match, Elio. Ah oui, Florida, tout le monde, d'accord. J'ai dit que Florida allait gagner grâce à la défense d'LSU. Parce que LSU peuvent vous mettre des points, des touchdowns, mais Florida vont. Oui, non, mais pas non plus, pas non plus 10 touchdowns, hein, mais Florida, vous allez écraser leur défense. Il y a beaucoup de monde qui nous en met des touchdowns, hein, donc bon, pourquoi pas LSU. Hein. Ouais. Parce que Terrence Marshall et Harry Gilbert, moi, je suis pas serein. Ouais, c'est vrai. Texas A&M. L'état de défense, ouais. Texas A&M qui se déplace du côté de Mississippi State, ça match quand même assez serré sur le papier, mais je pense que Texas, ouais. Texas, c'est Costello, 7e tour de draft. C'est vraiment un crack. C'est puéril. c'est puéril. Ah, mais elle est belle. Ah, mais elle est belle, oui. Elle est éthique. Ça joue, ça joue. C'est vrai que Costello, sachez-le pour les auditeurs, Costello monte et redescend dans les mock drafts. Il y en a qui le mettent au premier tour, d'autres qui le draftent même pas. Enfin bref, c'est assez compliqué. Seahawks France le met au 7e choix du premier tour de la prochaine draft. Donnons les noms à un moment. Les Français veulent savoir. C'est bon. North Carolina qui se déplace du côté de Florida State. Moi je mets Mississippi State au passage. Ah oui, tu mets Mississippi State? Sérieux? Ouais. Bon. Et je les vois rebondir. Ok, oui, non, et pourquoi pas. Et puis ça sera leur premier match, je crois, à la maison. C'est à Starkville, il me semble. Starkville, c'est Arkansas, je crois. Oui, non, c'est Starkville. Non, c'est Starkville, exactement. Ouais. Ah, autant pour moi. C'est vraiment un nom. Mississippi. North Carolina qui se déplace du côté de Florida State. Les Tar Heels. North Carolina, tout le monde. Samuel en feu. Georgia qui se déplace. Florida State Attends. Non, moi je pense que ça va être le jeu à la course en feu. Là, ils étaient déjà en feu face à Virginia Tech. Alors, déjà que Notre-Dame, Williams Carter, on leur a mis 300 yards. Là, mais ils vont mettre 500 yards pour le duo. C'est un truc de ouf. La petite paire, c'est vrai. Georgia qui se déplace du côté d'Alabama, ça y est, c'est un gros match.
choc de la SEC sur ces 3 premières semaines, je peux dire. 3 victoires, 0 défaite pour les 2 équipes. Alabama. Georgia, il y a toujours le problème Stetson Bennett, qui est le quarterback titulaire, alors il était quarterback numéro 3 en début de saison. 4 Daniels, 4 pendant l'intersaison. 4, ah oui. 4 pendant l'intersaison, qui est venu Juco l'année dernière. Jamie Newman Iceman. Évidemment, toujours. et premier choix devant Trevor Lawrence. Non, mais c'est... peut-être que le problème QB là va commencer à se poser du côté de Georgia et JT Daniels. On attend toujours voir quand il arrive. Mais tout le monde est d'accord pour mettre Alabama? Moi, je mets Alabama et je mets en plus Alabama dans le sens où, comme notre défaite contre Texas A&M, elle aura une importance très réduite sur l'issue de la SEC East. Vu qu'Alabama est une équipe de l'Ouest. Très bien, ouais, exact. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et ça serait votre chance, enfin une de vos chances en tout cas. Boston College. Ouais, c'est vrai. Boston College qui se déplace du côté de Virginia Tech. Boston College, gros boulot cette année. Phil Jurkovec en feu. Moi, je suis fan. Boston College, moi. Moi, je vais Boston College. Boston College aussi. Upset. Et ça va être vraiment disputé. Ça va être un très beau match à regarder 2h du matin. En même temps, en double écran avec Georgia-Alabama, là, ça risque d'être très intéressant cette petite soirée. Ouais. Moi, j'arrive pas à décider. Moi, je vois les deux possiblement vraiment gagner. Et j'ai vraiment du mal à dire qui va gagner là. C'est vrai que c'est compliqué, en effet. Ça peut être un très beau match. Et puis un match qui a été reporté, qui devait se jouer, c'était Oklahoma State, notre ami Baptiste, qui devait affronter Baylor. Et match reporté. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Elio, j'aimerais, c'est pas dans le top 25, mais le petit UCF Memphis, gros match. Parce que c'est le premier test réel de UCF. UCF avec leur QB Dylan Gabriel qui est assez intéressant. Pardon? Non, tu as fait une erreur de mots. J'ai cru que tu parlais. T'as fait une erreur de mots, c'est surcoté. On va pas repartir sur lui, putain. Peut-être d'un chat. Non, vas-y. Non, mais du coup, Memphis intéressant. Du coup, c'est pas du top 25, mais très 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 gros match. Et ça va être le premier vrai test pour UCF, selon moi. Malgré qu'ils aient perdu un match, évidemment, mais Et il y a encore un duel entre Guillaume et moi la semaine prochaine, quand même. C'est Ole Miss à Arkansas. D'ailleurs, c'est vrai. Si je me trompe pas, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas un petit maillot à donner là ou quelque chose comme ça? Non, je parie aucun maillot avec ma défense. C'est bon, c'est fini les paris. Et parce que là, tu sais, je pouvais parier sur 3 télés de Philippe Fuentes en dormant, mais comme un loir. Ah oui, bah là, tu pouvais y aller. Mais pour le coup, très bien. Pareil, Arkansas Ole Miss, ça peut être un match super intéressant. Ouais. Ça peut bien se regarder. Il va y en avoir du match sympa. Va falloir beaucoup d'écran, les copains, cette semaine pour le vous inquiétez pas, on sera live tweet, on tweetera tout. Et puis la semaine d'après, c'est le retour de la Big Ten. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent. Et le college football. Avec un Minnesota-Michigan en ouverture. Exact. Et un super Maryland à Northwestern que je vous conseille tous de regarder à 1h30 du matin. Robin, le pire, c'est qu'on va regarder. Surtout vous avez tous regardé pour vous fiche de moi, mais bon, c'est Northwestern, normalement. La tristesse de nos vies, les gars, vous vous rendez compte ou pas? En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur ce long, encore une fois, épisode, mais il y avait des matchs. Il y a plein de matchs intéressants en ce moment. C'est compliqué, puis on a attendu tellement longtemps avec le Covid, on ne savait même pas si le football allait revenir. Voilà, donc on en profite, on en discute et il y a pas mal de choses à dire. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, nous écrire en privé ou sur la page Facebook, sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas. On a sorti une petite mock draft aussi cette semaine sur Twitter. Si vous souhaitez y jeter un coup d'œil, c'est très 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 primaire et très avancé, mais bon. Voilà. Ça va. Enfin bref, merci de nous avoir écoutés les gars et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut. Salut à tous.
Bye.